Bonjour, je suis avec Bonjour Jean-Cyril. Alban de Scylla, Enchanté, bonjour à tous. qui est un jeune homme que j'ai rencontré par François, qui est un prof de maths qu'on avait en commun Ouais, depuis très longtemps. depuis très longtemps. François, il travaille avec nous depuis 10 ans pour concours.com. Il travaille déjà avec nous dans une autre structure avant, donc c'est une quinzaine d'années qu'on travaille ensemble. Écoute Alban, bienvenue, puis présente-moi Merci. à la fois déjà Scylla un peu, on reviendra sur vos prestations à la fin, et puis après ton parcours qui est assez extraordinaire. euh, qui est assez extraordinaire. D'accord. Alors je vais commencer par présenter Scylla à tous. Donc nous, Scylla, en fait, on est une start-up qui a été créée il y a à peu près un an et on propose des prestations d'orientation aux élèves de l'enseignement supérieur et à leurs parents. Quelle est notre particularité? Puisque c'est vrai que je pense que tu dois en connaître, Jean-Cyril, il y a beaucoup d'instituts qui font déjà ça. On a une première particularité, c'est qu'en fait, on a été créé par 4 diplômés de filières d'excellence, donc les Mines de Paris, l'EDEC pour moi, et l'École du Louvre, et enfin Sciences Po Paris. Donc voilà, on est déjà ces 4 personnes-là. Puis surtout, on s'appuie sur un réseau en fait d'étudiants spécialistes, plus d'une centaine, qui nous aident à concevoir nos prestations. Je vais te prendre un exemple simple. Quelqu'un qui vient me voir pour faire médecine, moi je n'ai pas fait médecine, j'ai fait l'EDEC, je vais consulter un étudiant spécialiste, même plusieurs étudiants spécialistes de différentes facs de médecine, plus ce qu'on appelle aussi nous un expert, c'est-à-dire quelqu'un qui est médecin déjà dans le monde professionnel, pour justement pouvoir avoir le meilleur conseil possible. Et nous, notre travail en fait sera de faire une synthèse de tous ces avis pour arriver à une prestation juste et de haut niveau. Voilà. Ok, vous êtes sur une approche hyper pragmatique en fait, de faire rencontrer des professionnels ou des étudiants. Exactement. Et très métier de l'orientation, quoi. Pas trop euh, un truc très psychologue, bilan d'orientation. Vous êtes plus métier. Effectivement, alors nous on peut bien sûr faire l'approche psychologique, mais c'est vrai que on pense qu'aujourd'hui le principal problème dans l'orientation, c'est pas forcément d'avoir l'idée au départ, parce que beaucoup de psychologues font ça et la plupart des conseillers d'orientation font ça. Nous, ce qu'on pense, c'est que plutôt le problème, c'est comment on fait après qu'on ait une idée. Donc c'est exactement ce que tu dis. Ouais, une approche très terrain, quoi. Voilà, exactement. La mise en place du projet, vous accompagnez les gens dans la mise en place du projet. Voilà, exactement. Ok. Donc on est là aujourd'hui pour parler d'école de commerce. Est-ce que tu peux, enfin, pas que d'école de commerce d'ailleurs, des filières commerce et management de manière très générale et très large, Voilà. post-bac. Est-ce que tu peux nous expliquer toi ton parcours? Alors, moi, pour commencer, donc j'étais au lycée en terminale ES, j'étais sportif de haut niveau en même temps, et j'ai eu la chance, grâce justement à ce statut sportif de haut niveau, pouvoir intégrer une classe préparatoire. Donc, j'avais pas forcément les notes préalablement, mais au vu de mon engagement de sportif de haut niveau et de ma progression en termes de résultats de la première à la terminale, j'ai intégré une classe préparatoire, donc à Sainte-Croix-de-Neuilly, juste à côté d'ici d'ailleurs. Finalement, j'ai continué mon projet sportif de niveau en même temps que la classe préparatoire. Tu étais en prépa en EC. En ECE, ouais. Ok. Donc j'ai fait une terminale ES, j'étais en ECE. Donc j'ai adoré la classe préparatoire, ça m'a beaucoup apporté. Mais c'est vrai que j'avais pas forcément les armes, notamment dans les matières plus analytiques comme les mathématiques, ce qui a fait que on m'a hélas congédié dès la fin de la première année. Mais comme je me suis accroché, on m'a par contre proposé de rentrer directement en deuxième année de faculté. Donc je suis rentré en faculté en économie avec une spécialité en statistique à l'université de Paris 10 Nanterre. Ok. Donc tu es rentré en L2 Ecostat. Voilà. Ça s'appelle Ecostat, c'est ça le nom? Ça s'appelle économie gestion et après on prend une spécialité. Éco-G, spécialité stat. Voilà. Ok. Et après en licence 3, je me suis spécialisé en économie et en statistique encore plus, Ok. avec notamment de l'économétrie. Ok. Donc j'ai tenté en deuxième année de passer le concours AST1 de l'EDEC, Ouais. que je n'ai pas réussi, tout en continuant mon projet de sportif de haut niveau. Mais enfin, en licence, en troisième année de licence, j'ai obtenu l'EDEC donc par le concours AST2. Voilà, donc c'était une grande réussite pour moi. Et donc après, j'ai continué à l'EDEC à Lille pendant 3 ans. D'accord. Voilà. Donc je suis rentré en deuxième année à l'EDEC directement. Ok, et donc après ce parcours à l'EDEC tu as terminé, Oui, et là vous vous lancez dans ce cursus d'orientation. voilà. Alors la question la plus simple, c'est comment l'idée m'est venue. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai déjà une grande passion pour l'éducation. Que j'ai développée durant l'EDEC, mais aussi durant d'autres activités qu'au moment de mon travail.
Donc j'ai été professeur en fait, où j'ai créé une association qui a été labellisée par l'Éducation nationale, où en fait on partait d'une passion des élèves pour leur expliquer comment, à partir de cette passion, ils pouvaient créer un projet bénévole ou professionnel, et donc en fait finalement comment ils pouvaient s'orienter à partir de leur centre d'intérêt de manière pragmatique et réaliste. Donc j'ai fait ça, j'ai sensibilisé plus d'à peu près 1000 élèves sur ce sujet-là, dans le Nord, au moment où j'étais à l'EDEC, et c'est ça en fait qui m'a donné la passion de l'éducation. Puis j'ai aussi l'occasion d'être instituteur assistant et de faire ma thèse de master sur justement la place du monde professionnel et de l'orientation dans l'éducation. Voilà. D'accord. Moi, je trouve ça super que quelqu'un comme toi, qui a eu un parcours fait de virages, quoi. Ouais, d'embûches. Se disent, ouais, bon, voilà, ça n'a pas été une ligne droite, c'est voilà, clair. il y a eu un manque d'informations et se disent, voilà, de mon parcours, j'ai envie de redonner quelque chose ou d'aider ou d'apporter quelque chose, sans partir de l'aspect économique de l'entreprise, mais de se dire, voilà, le métier que je veux faire, c'est celui de donner ce coup de main, d'information et d'orientation au bon moment. Et puis en plus, c'est vrai qu'on est maintenant à une période où la sélection va opérer de plus en plus tôt et les choses vont être de plus en plus sélectives. Donc, effectivement, il n'y aura plus de filières non sélectives. Il n'y aura plus de filières non sélectives avec Parcoursup. Et ouais, il y aura une vraie prime à l'information et sûrement de plus en plus tôt. Donc, et c'est vrai que c'est aussi... c'est quelque chose de plutôt bien, plutôt normal, mais c'est aussi quelque chose d'injuste. C'est-à-dire que l'information, elle n'est pas répartie de façon égale en fonction des familles, des milieux et du niveau d'information ou du niveau social, quoi. Donc c'est vrai. C'est vrai que c'est quelque chose qui a une grosse valeur. Bah oui, c'est vrai que nous, c'est notre engagement associatif que j'ai fait durant mes années à l'EDEC, c'est de pouvoir que chaque élève et chaque famille ait quand même accès à un socle d'informations qui doit être accessible à tous. Et après, bien sûr, si on veut quelque chose de personnalisé, là on s'adresse plus à ma société, mais je pense qu'il y a quand même un socle d'informations communes qui n'est pas encore, je pense, pour tous, et il le faudrait en tout cas. C'est super. C'est super. C'est aussi un peu le but de la vidéo, c'est-à-dire de cette vidéo ensemble, c'est de dire voilà, nous on a chacun dans notre domaine des connaissances et on va essayer aussi de valoriser ces connaissances et de les diffuser pour que l'information circule et que c'est aussi un peu l'objet de la vidéo. Effectivement. Donc ça c'était la première partie. La deuxième partie, on va essayer de présenter les différentes filières commerce management. Oui, c'était le sujet d'aujourd'hui. C'est le sujet d'aujourd'hui. Donc vous commencez par BTS et DUT. Voilà. De manière générale, donc on va présenter BTS, DUT, les classes prépa, les écoles après bac, l'université et après les études à l'étranger. Donc voilà, c'est ça. C'est en fait, on va vous présenter toutes les filières de commerce, donc BTS, IUT, fac, prépa, école de commerce post-bac et aussi les études à l'étranger. Donc on va commencer par les BTS, IUT, si tu veux bien. Donc les BTS et les IUT, c'est des formations de 2 ans après bac. C'est alors BTS, donc c'est brevet de technicien supérieur, donc ça dépend d'un lycée. L'IUT, c'est Institut universitaire technologique, ça dépend d'une université. Donc, c'est des parcours professionnalisants, c'est des matières professionnalisantes, donc marketing, comptabilité. C'est souvent des matières, ça dépend bien sûr des spécialités qu'on choisit, mais c'est des matières vraiment très reliées au monde de l'entreprise, et il y a d'ailleurs des stages prévus, et souvent les IUT et les BTS se font en alternance. Autre chose, les IUT et les BTS sont des formations qui peuvent après donner un accès à une licence professionnelle ou à une licence générale en faculté. Et dernière précision, c'est une formation où il y a des bacheliers généraux, mais aussi des bacheliers technologiques et professionnels. Il y a même un quota, si je me souviens bien, de 30% de bacheliers technologiques par IUT. Généralement, c'est plutôt des diplômes qui sont prévus pour être un diplôme où on va travailler après. Et après, c'est vrai que nous, dans le quotidien, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui passent un BTS et un DUT. Et ça fait partie juste d'un plan pour rentrer en admission parallèle, pour rentrer à l'université, pour faire un master après. Et c'est juste un chemin pour le fameux Bac plus 5 comme un autre de plus en plus. Mais à la base, c'est plutôt des études qui sont faites pour dire voilà, c'est un diplôme, on peut bosser après, quoi. C'est ça. Alors en fait, les grands avantages de l'IUT,
c'est que ça permet déjà d'avoir une continuité par rapport au lycée, parce que c'est des petites classes, donc ça permet un peu d'avoir aussi un pas de côté par rapport à la faculté, d'arriver à faire des stages dès le début de son année, donc en fait de se former un peu, de se valoriser aussi, et puis surtout d'avoir un accompagnement et quelque chose de plus structuré, et puis de connaître le monde dans l'entreprise assez rapidement. Je pense que ça, c'est les grands avantages de l'IUT et du BTS, bien sûr. Après, est-ce que les IUT et les BTS sont les principaux pourvoyeurs d'élèves en école de commerce ou en master? Non, mais le taux de poursuite d'études est quand même important. Après, forcément, ça dépend des IUT. Je pense que c'est une variable qu'il faut regarder, qu'il faut surveiller attentivement quand on veut choisir son IUT ou son BTS. C'est une bonne remarque. Qu'est-ce qu'il y a comme sections qui sont liées au business ou au management en BTS, en IUT? Comment ça s'appelle? Alors, il y en a énormément, hein. C'est là aussi où c'est assez diffus. Alors, les principales en BTS, c'est le BTS MUC, donc Management des unités commerciales, et le BTS NRC, Négociation et relations commerciales. Un BTS aussi qui est assez prisé, c'est le BTS Commerce international, avec un diplôme qui est européen. Donc ça, c'est assez intéressant. En IUT, c'est l'IUT Technique de commercialisation. TC. Voilà, TC exactement. Et l'IUT GEA, donc Gestion et Administration des entreprises. Ok. Voilà. Nous, on entend parler de quelques IUT, beaucoup en Ile-de-France. On entend beaucoup parler, moi j'en ai beaucoup parlé de Sceaux, il y en a un qui est dans Paris. Quels parcours sont à ses côtés? Alors moi je ne connais pas du tout, on entend juste, voilà, c'est le bruit, mais quels parcours sont à ses côtés et sont assez sélectifs? Bah, tu as deviné déjà un des meilleurs, oui, effectivement. L'IUT de Sceaux, donc relié à l'université Paris-Sud, est très coté. Et puis aussi à l'université Paris-Descartes. Donc ça, c'est avec un IUT aussi qui est assez coté. Donc je vous rappelle comment on distingue les IUT, sur quoi on donc le taux de réussite, le taux surtout de poursuite d'études. Voilà. Oui, BTS en fait, c'est ça, le taux de réussite pour les BTS et le taux de poursuite d'études en BTS, mais aussi en IUT. C'est comme ça qu'on arrive à... BTS en fait, c'est pendant 2 ans, tu es formé et tu passes un examen qui est un examen national. Voilà, exactement. Et par contre, DUT, c'est 2 années universitaires et en fait, le diplôme dépend juste de l'établissement où tu es. Donc il y a quand même une grosse... c'est ça, donc c'est le taux de réussite au diplôme qui est toujours intéressant à regarder pour un IUT, même s'il peut ne pas être représentatif. Donc l'IUT, vraiment, ce qui est intéressant, c'est voilà, le taux de poursuite d'études et aussi, bien sûr, la mixité. Est-ce qu'il y a des bacheliers généraux dans l'IUT? Voilà, parce qu'on sait, c'est aussi intéressant qu'il y ait une mixité. Voilà, donc ça, c'est aussi. Donc on dit Descartes et Sceaux sont quand même les deux grands IUT et pour les BTS, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Donc il y a des lycées qui sont pas mal, le lycée notamment Passy-Saint-Honoré par exemple, voilà. C'est dans le 16e, dans le 16e à Paris. Donc voilà, ça aussi, c'est aussi. Après, on peut aussi se fier au BTS en fonction aussi de la réputation du lycée, parce que c'est souvent lié au lycée. Ouais. Voilà. On peut faire un mini éclairage aussi sur les DCG. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Donc c'est les diplômes de comptabilité générale. Ouais. Moi, j'ai connu des personnes qui à l'EDEC sont rentrées en admission parallèle, alors qui ont continué à la faculté, mais qui avaient fait un diplôme de comptabilité générale. C'est un diplôme aussi qui est assez intéressant et donc par contre c'est très spécialisé sur la comptabilité, mais c'est des compétences analytiques qui sont très prisées par les écoles de commerce et par les facultés. Et puis, comme meilleur établissement, Notre-Dame de Grandchamp tient vraiment quand même la corde pour les DCG. Pour les DCG. Et les variables à regarder, c'est bien sûr la poursuite d'études et le taux de réussite, parce que là aussi, comme tu l'as dit pour le BTS, c'est un examen national. Ok, donc en fait BTS ça peut être aussi privé ou public, DUT c'est forcément public, comme voilà. C'est universitaire. Bien sûr. Et là les BTS que tu as cités, c'était public ou privé? DCG? Ouais, le DCG c'est... Le DCG ça peut être fait dans un lycée public ou privé, ça dépend des lycées effectivement, je ne sais pas préciser. Mais c'est du privé sous contrat ce que tu as cité. Voilà, Notre-Dame de Grandchamp c'est un privé sous contrat, il y a aussi comme public, il y a le lycée Turgot qui est très bien. Près de République, pas loin. Et puis voilà, après ça dépend. En fait, c'est souvent comme le BTS relié au lycée. Donc la réputation du lycée est souvent assez impactante pour le niveau du diplôme de comptabilité ou du BTS. Ok. Donc ça c'est pour les filières courtes. C'est des filières courtes où
bah, ça n'empêche pas la poursuite d'études. Donc tu es diplômé, tu diplômes, tu peux faire quelque chose, tu peux bosser. C'est un vrai diplôme. Ouais, alors c'est un diplôme voilà, très professionnalisant, hein. Le taux d'insertion professionnelle est assez important. Voilà, alors après, là où la difficulté, c'est que souvent on fait un BTS et un UT en alternance, et ça pose aussi quelquefois quelques problèmes, parce que des personnes en fait ont du mal à finir leur BTS et leur UT parce qu'il y a un rythme d'alternance qui est assez soutenu, et après ils se retrouvent, mais l'entreprise souvent leur dit bah, c'est pas grave, viens travailler pour moi, et tant pis entre guillemets pour ton BTS ou ton UT, ou ne continue pas tes études, nous on t'embauche directement. Et ça voilà, c'est un peu le point d'attention, c'est que un BTS UT c'est bien, mais continuer ses études c'est mieux. Voilà. Ouais, nous on a eu pas mal d'alternants, et c'est vrai qu'ils disent souvent que c'est très très fatigant l'enchaînement. C'est dur. L'enchaînement du rythme. Alors après, je prends le cas de Jonathan qui était avec moi l'an dernier. D'accord, qui est en licence et qui est cette année en master, il a toujours tout fait en alternance. Ça fait que quand il va finir un bac plus 5, bah ouais, il a une expérience professionnelle il a 2 ans et demi énorme. de vie professionnelle, il a eu 4 boîtes, il il a quand même construit quelque chose au niveau professionnel qui est costaud. Ouais. C'est des très bonnes formations. C'est un cursus pratique, mais ouais, c'est costaud. Quoi. Ouais, niveau, franchement, au niveau expérience professionnelle, c'est très très costaud. Ok, donc on a fait un BTS, un DUT, on veut continuer dans cette filière business. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, une licence professionnelle ou générale. Alors, il y a quelques écoles de commerce qui recrutent à Bac plus 2. Hein. C'est quoi une licence pro? Alors, une licence pro, c'est souvent adressé en fait à des personnes qui ont souvent fait un bac technologique ou professionnel. Et en fait, c'est des licences qui permettent de travailler directement, donc où le contenu sera plus pratique. Voilà, alors que en lycée, quand on fait une licence générale, à l'université, pardon, quand on fait une licence générale, souvent on va être plus dans des contenus qui nous permettront en fait qui sont un point de départ pour des contenus en master. Donc c'est plutôt, c'est ça la différence. Voilà. Donc en fait deux choix, si on veut continuer, soit la licence, pro pas pro, soit admission parallèle, donc les concours à Bac plus 2 en admission parallèle. Qu'est-ce qu'il y a comme concours à Bac plus 2? C'est ça, là est toute la question. Donc il y a beaucoup de... Alors le top 5 des écoles de commerce ne recrutent pas à Bac plus 2, sauf l'EDEC, mais sauf que l'EDEC c'est un concours avec des mathématiques assez importants et ils visent plutôt les prépas scientifiques. Donc c'est un peu compliqué. Donc c'est plutôt des écoles, il y a une banque d'épreuves, donc c'est Grenoble et toutes les écoles post-prépa qui suivent, Neoma, etc. Et il y a aussi, je pense qu'il y a aussi certaines écoles post-bac qui recrutent à Bac plus 2. Donc il y a quand même un choix. Mais c'est vrai qu'en licence 3, si on continue une licence à l'université, bon déjà ces concours à Bac plus 2 sont toujours accessibles, parce que toutes ces écoles-là reconduisent un concours à Bac plus 3. Et il y a aussi bien sûr les écoles une partie des écoles du top 5, donc l'EDEC et le Lyon surtout, qu'on peut accéder dès la licence 3. Et après d'autres écoles on les accède en master. Ok, HEC recrute à Bac plus 3 aussi, il me semble. Bac plus 4 aussi. Bac plus 4 aussi? Oui. Ok. Et c'est que Bac plus 4 aussi? Voilà, et puis bon, l'EDEC et le Lyon, on dit souvent qu'ils recrutent à Bac plus 3, mais énormément des personnes qui font les admissions par parallèle sont prêtes à Bac plus 4. Voilà, je vous ai parlé de mon parcours, je suis plus une exception qu'une règle générale. Ok. Donc, et il y a aussi la solution de faire un master normal. Bien sûr, qui est aussi très valorisé. Ou en école. Qu'est-ce qu'il y a comme grande famille de masters qui sont toujours liés aux écoles de commerce ou de management? Alors, tu veux dire les masters dans les écoles de commerce et de management? Ouais, ou dans l'université, qu'est-ce qu'il y a comme grand type? Moi, je pensais aux IAE, qui font un peu le rôle d'école de commerce à l'université. Bah, ça, c'est vrai on va l'évoquer dans le chapitre consacré aux facultés, mais bien sûr, souvent, aujourd'hui, les universités ont créé en fait des écoles de management, justement, pour concurrencer les écoles de commerce. Et tu as raison, c'est souvent des masters un peu calqués sur ceux des écoles de commerce, donc du marketing, du management, vraiment pour accéder aux fonctions principales et supports des entreprises. De la finance. Voilà, de la finance, de la comptabilité, etc. Il y a tous les masters à l'étranger, etc. Bien sûr, voilà. Ok, donc ça clôt la partie BTS, DUT. Et puis bon, si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr commenter. Vous commentez la vidéo. Et nous, on vous répondra avec grand plaisir. Hein, ou bien sûr sur notre site sila-education.com, on peut bien sûr vous répondre. Ok. Donc ensuite, on passe aux classes prépa. Classe prépa. Voilà, on va laisser peut-être la parole. On va changer un peu pour dynamiser.
Bonjour Jean-Cyril. Bonjour. Donc maintenant on passe aux classes prépa. Donc on a fait un bac. Et après, quelle classe prépa on a de possible après un bac si on veut faire une filière business? Sachant qu'on a fait un bac S, un bac ES, un bac technique, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? Alors globalement, il y a trois grandes familles de classes préparatoires. Il y a la classe préparatoire ECS, donc qui est destinée aux élèves qui ont fait donc une terminale scientifique, ECE pour les élèves de ES, et enfin ECT pour les élèves qui ont un bac STMG. Ok. Donc voilà, globalement, il y a quand même globalement assez peu d'établissements qui proposent des classes préparatoires ECT. Il doit y en avoir 4 ou 5 en France. Donc la majorité des établissements en France sont pour les élèves donc de S et de ES. Ok, ça c'est ce qu'on appelle les prépas HEC, donc voie économique, Exactement, voie ouais. scientifique, voie technique. Qu'est-ce qui va se passer vous savez ce qui va se passer quand le bac va être réformé? Alors pour l'instant, on n'a pas encore les informations parce que la réforme donc, va tomber en janvier. Donc c'est là où on saura les matières qui seront proposées. Mais moi, ce que je suppose, c'est qu'il y aura des dominantes. Voilà, la dominante de la classe préparatoire scientifique, économique, voie scientifique, c'est les mathématiques. D'accord. Donc je suppose que les élèves qui voudront intégrer ce genre de voie devront choisir en électif donc les maths, l'histoire géo et les langues. Ouais. Pour les ES, ce sera surtout les maths, également l'histoire, les langues et l'économie forcément. Et pour les ECT, je pense qu'il n'y aura pas forcément de Il n'y changement. aura pas de changement. Ah, ça veut dire que en fin de seconde, fin de première, ça veut dire que tu sais déjà ce que tu veux faire. Bon, globalement, c'est déjà le cas parce que les gens qui font un dossier, ils sont prêts ils savent depuis la seconde qu'ils vont devoir faire un bon Souvent, dossier. ouais. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre du coup comme prépa? Donc ECE, ECS, ECT. Vous m'avez parlé de Cachan rapidement tout à l'heure. Voilà, globalement, il y a aussi des classes préparatoires, donc D1 et D2, donc pour Cachan, qui sont des classes prépa qui sont destinées aux élèves de S, ES et L également, et qui permettent d'intégrer l'école normale supérieure. Mais ces établissements proposent également des passerelles, où lorsqu'on est admissible dans ces établissements à l'école normale supérieure, on a des équivalences en termes de diplôme pour accéder aux écoles de commerce. Ok. Mais voilà, c'est globalement pour avoir les meilleures chances d'intégrer une école de commerce. Et si on est vraiment sûr de vouloir faire une école de commerce, c'est quand même plus sécurisant de choisir une classe préparatoire ECE, ECS, ECE ou ECT. Ok. Et là, globalement, l'avantage par rapport aux autres filières qu'on évoque en ce moment, c'est que les meilleures écoles sont là, quoi. Les meilleurs candidats, les meilleures écoles sont là. C'est la voie classique, royale. Exactement, ouais. C'est la ligne droite, quoi. Exactement, c'est la voie royale pour intégrer les grandes écoles de commerce. Et c'est également une voie royale d'un point de vue personnel parce qu'on est extrêmement encadré. Donc voilà, il y a énormément de légendes autour de la classe préparatoire qui disent que c'est un enfer, que c'est très très dur à tenir. Donc c'est vrai que c'est un rythme qui est assez soutenu, mais c'est des filières qui sont pour la plupart gratuites et qui permettent un enseignement de très très grande qualité. Chaque semaine, les élèves auront des cols. Donc les cols, ce sont des interrogations par groupe de 3 où un professeur va les faire travailler de manière très très personnalisée sur des matières données. Donc toutes les semaines on en a. Et c'est un cursus qui permet énormément de gagner en rigueur, gagner en rythme de travail. Et en termes de contenu intellectuel, je pense que c'est ce qui se fait de mieux en termes d'études en France. En France, oui. Ouais. Ok. Il y a la possibilité, quand on a fait une prépa littéraire, de rentrer en école de commerce aussi. Il y a quelques voies. Voilà, dans les AL, les classes préparatoires AL et BL, qui sont destinées aux élèves de littéraire S et ES, proposent également des concours passerelles pour les grandes écoles de commerce. Après, les places, surtout en AL, sont vraiment réduites. Donc AL, c'est surtout une filière où il y aura assez peu de mathématiques et énormément de matières de littéraire. Et en BL, le niveau de mathématiques sera relativement similaire à celui en ECE. Donc la prépa BL, c'est une prépa qui est à dominante littéraire, mais avec quand même beaucoup de mathématiques. Comment s'appellent les groupes de concours que tu passes en fin de deuxième année? Alors à la fin de la deuxième année, on va passer 2 groupes de concours, les concours de la BCE
donc qui donne accès donc, au top, à quasiment l'intégralité des écoles en réalité. Donc, sauf 3 qui sont accessibles par le concours Écricom, qui sont Neoma, Bordeaux et Nancy. Ok. Quoi d'autre? Donc voilà, je pense que le grand avantage de la classe préparatoire, c'est vraiment, voilà, pour résumer, la qualité de l'enseignement qui est proposé aux élèves. Donc en termes de compétences, je pense que c'est le moment dans la vie d'un étudiant qui aura un cursus relativement classique, qui fera prépa plus école de commerce. Je pense que c'est le moment où il apprendra le mieux. Et c'est cet enseignement justement qui est valorisé véritablement sur le marché du travail. C'est un peu moins l'école de commerce, mais lorsqu'un recruteur va regarder des CV, le fait d'avoir fait une classe préparatoire et de l'avoir réussi bien sûr, sera un grand avantage pour la suite de sa carrière. Ça s'adresse plutôt à des bons étudiants. Globalement, si t'es dans... Alors, ça dépend quand même déjà de ton lycée d'origine, Bien sûr. de ton rang dans ta classe dans ton lycée d'origine, et il y a quand même déjà une partie des jeux qui sont faits en fin de terminale. C'est-à-dire que si tu es dans une prépa X, tu sais que tu n'auras jamais aucune chance d'intégrer le top 5, à part être complètement miraculeux, mais statistiquement tu n'as aucune chance. Et par contre, si tu vas dans certaines prépas, tu sais que en étant au 15-20e de ta classe de prépa, tu sais à peu près où tu vas être, quoi. Tu peux nous expliquer un peu Ouais, bien sûr. comment ça marche Bah voilà, en France, donc, il y a 70 établissements à peu près donc pour les classes préparatoires, donc en S et en E. Ces établissements sont tous d'un niveau relativement hétérogène. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, si on a un niveau relativement correct en terminale, donc voilà, à peu près en S, je dirais voilà, avoir au moins plus de 12 en langue et voilà, plus de 12 en mathématiques en fonction des lycées, bien sûr, c'est à relativiser. On aura une place quelque part. Ok, je suis une mention assez bien moyenne, dans n'importe quel lycée, je peux trouver une prépa si je veux faire une prépa. Voilà, c'est possible. Après, ce sera pas forcément la meilleure prépa, surtout si le lycée est pas forcément très coté. Okay. Mais il y aura de la place quelque part. Après, dans les prépas moins cotés, forcément, les chances de succès d'intégrer par exemple un top 6 seront relativement réduites. Mais on sait par exemple que si on est dans les meilleurs de classe, on peut éventuellement intégrer voilà, une école qui sera dans le top 10. C'est quelque chose qui est possible, donc on peut malgré tout, même en venant d'une prépa relativement modeste, avoir les chances d'intégrer une école de commerce qui sera relativement cotée. Ok, ouais, c'est bien de dire ça en fait. C'est-à-dire que globalement, la prépa, c'est pas que pour les tops. Non, bien sûr que non. C'est pas que pour les tops et ça donne ta chance en fait. Tu as quand même ta chance de concourir avec tous les étudiants pour pouvoir avoir une bonne école. Qu'est-ce que c'est le top 6? Qu'est-ce que c'est le top 10? Vous en parlez comme si c'était évident. Oui, bien sûr. Moi, je suis pas du tout dans les écoles de commerce. Qu'est-ce que vous appelez le top 6? Alors le top 6 en général, voilà, on classifie les écoles de commerce en deux tops, donc le top 6 et le top 10. Donc le top 6 c'est HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon, EDEC. Audencia et Grenoble voilà, se disputent la 6e place en fonction des classements. Okay. Ensuite nous avons Toulouse, Neoma et Kedge. Okay. Donc voilà, et ensuite voilà Schema également qui dispute la 10e place avec Kedge. Donc voilà, c'est des écoles qui sont atteignables pour voilà, le top 10 est pour moi atteignable pour beaucoup d'élèves, même ceux qui ont un niveau relativement moyen en terminale, à condition voilà, bien sûr de s'investir et de jouer le jeu. Il y a énormément d'histoires ou de personnes qu'on rencontre en école qui n'avaient pas forcément d'excellents résultats en terminale, mais qui, en travaillant et en adoptant une réelle rigueur dans leur travail, arrivent à se surpasser et à atteindre finalement de très bons résultats en 2 ou 3 ans, parce qu'en 3 ans on peut faire des miracles. Ok, ouais, c'est ce qu'on entend. Alors moi je suis pas du tout dans ce secteur-là, mais c'est ce qu'on entend. C'est-à-dire qu'on entend que globalement on peut faire une bonne première année, puis on peut changer de prépa. C'est-à-dire qu'on a fait une bonne première année, on va dans une autre prépa qui est un peu plus cotée, et nos chances de rentrer ou d'intégrer augmentent. Et puis après effectivement on peut le faire en 2 ou en 3 ans, ce qu'on appelle QB la deuxième année. Exactement, ouais. Et quel autre truc j'ai entendu, alors je sais pas du tout si c'est vrai, il paraît qu'il y a beaucoup de gens qui en S le concours est beaucoup plus sélectif et c'est globalement là où il y a les meilleurs,
et qu'il y a quelques prépas, en particulier des prépas privés, Ouais. qui permettent de passer de S à E, et en E, tu as plus de chances quand tu viens, en E, tu as plus de chances de rentrer, les stats sont moins durs, quoi. Voilà, effectivement, donc il y a quelques prépas privés hors contrat qui proposent ça de manière relativement officieuse aux élèves. Donc voilà, on est un élève de Terminal S, on a fait une première année relativement moyenne en classe préparatoire ECS. Une stratégie voilà, qui peut être payante, mais bon, qui est quand même pas très très commune malgré tout. Je pense que c'est moins d'1% des candidats. D'accord. C'est de passer de la filière S à la filière ES, parce qu'en mathématiques, forcément, qui est l'une des matières qui compte pour un tiers de la note finale, on a un avantage vraiment certain par rapport aux élèves qui ont suivi un cursus ES classique. Toi, tu conseilles vraiment d'aller en prépa. Tu dis, voilà, globalement, c'est ta chance, c'est quand même ta chance. C'est le bon moment en plus pour bosser dur et pour engranger Bien sûr. autant de savoir. Et c'est ta chance pour avoir une bonne école. Et même si t'as pas une bonne école, bon bah, ça sera pas perdu. Ça sera pas perdu, quoi. Toi, t'encourages vraiment tout le monde à aller, enfin pas tout le monde, mais une grande partie des gens qui ont cette ambition-là d'y aller, quoi. Bien sûr, je pense que, voilà, comme tu as très bien dit, ça ne s'adresse pas à tout le monde, parce que je pense qu'il doit y avoir la volonté de l'élève au départ d'être prêt à travailler. S'il n'y a pas cette volonté, et certains élèves ne l'ont pas, et c'est tout à fait compréhensible, mais s'il n'y a pas cette volonté d'être prêt voilà, à se consacrer entièrement ou quasi entièrement à son travail, on n'est pas forcément dans la bonne démarche. En revanche, si on est quelqu'un de travailleur, voilà, qui a certaines difficultés, parfois de méthode tout simplement, donc qui peuvent se rectifier assez rapidement, c'est un enseignement où les gens en sortent tous grandis, même s'il y a eu échec au bout. Voilà, à l'EDEC, j'ai pas mal d'exemples voilà, d'amis qui ont raté leur prépa ou qui ont eu une école qui ne leur convenait pas au bout des 2 ans, qui sont allés en faculté et qui ont ensuite intégré les écoles de commerce via les admissions parallèles. Et le fait d'avoir fait 2 ans de prépa leur a permis d'engranger énormément de confiance, une très très grosse capacité de travail, ce qui fait que même si les matières de faculté sont différentes de celles de prépa, ils s'adaptent très rapidement et ils arrivent à voilà, intégrer un top 5 par un concours passerelle. Par un autre moyen après. Exactement, ouais. Ouais, le chemin personnel vaut le coup, quoi. Exactement. Quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'il y a comme matière en prépa HEC? Alors, donc, pour la filière ECS, donc, il y a les mathématiques, voilà, qui représentent voilà, un tiers des coefficients en concours et voilà, à peu près un tiers du planning d'un préparationnaire. On a ensuite les langues, voilà, on en a 6 heures par semaine de chaque, donc anglais plus LV2. On a de la géopolitique et histoire, voilà, c'est un peu dans le prolongement de l'histoire-géographie. Et enfin, on a de la culture générale avec de la littérature et de la philosophie. Donc ça, c'est pour les S. Et pour les ES, ce sera exactement le même programme, sauf qu'à la place de la géopolitique, ils auront de l'économie. Ok, ça marche. C'est assez complet comme panel. Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter? Non, pour l'instant, je pense qu'on a plutôt bien couvert le sujet. Voilà, pour résumer, ce sont des filières qui sont extrêmement enrichissantes. Voilà, c'est gratuit et l'État investit énormément pour les élèves. C'est l'une des filières voilà, qui coûte le plus cher à l'État. Et je pense voilà, si on en a la possibilité, c'est très bien de pouvoir profiter de cet accompagnement. Voilà. Et comment on sait à quel lycée on peut prétendre? Alors ça, c'est ce qui est compliqué. Globalement, se faire accompagner soit par une structure, soit par des anciens élèves, c'est quand même quelque chose qui est conseillé parce que c'est assez dur voilà, d'évaluer son niveau et surtout la réputation de son lycée par rapport aux critères de sélection. Ce qui est bien, c'est de connaître des gens dans la prépa, d'essayer d'en trouver pour voilà, connaître à peu près les moyennes qui sont à peu près nécessaires. Et ensuite de faire voilà, sur Parcoursup, d'essayer de classer les prépas de manière assez objective, Ouais, en mettant voilà, 2 établissements de rêve, 2 établissements que l'on aimerait vraiment avoir, et ensuite 2 établissements de sécurité voilà, qui sont peut-être un peu en dessous de notre niveau, mais qu'on espère avoir si les autres au-dessus ne nous ont pas acceptés. Alors, je sais pas si vous on avait déjà fait une réunion comme ça pour l'ancienne de Parcoursup qui s'appelait APB, et l'intervenante nous disait qu'il fallait tenter les internats
parce qu'il y avait des places qui étaient dédiées et qu'en fait globalement c'est pareil, la sélectivité pouvait être un peu moins dure pour des internats pour la même prépa, c'est-à-dire qu'en externe il y a plein de monde, c'est dur, et en interne il y a moins de gens qui postulent et on peut avoir plus de chances de rentrer. Vous connaissez ces histoires ou c'est Pour moi c'est l'inverse, pour moi c'est parfaitement l'inverse parce que tout le monde justement, faut être interne? parce que surtout à Paris du moins, et même en province, à Paris, voilà, il y a un certain pourcentage de personnes qui viennent de province et l'internat voilà, représente la solution la moins coûteuse pour les élèves. Donc il était très très demandé. Moi je l'avais demandé, je l'avais pas Il était plus demandé, l'internat était plus il était demandé. extrêmement demandé. Ouais. En général, les élèves voilà, demandent avec internat et sans internat. Ok. En fait, mais c'est quand même deux sélections différentes. C'est deux sélections différentes, mais en général, beaucoup de personnes demandent les deux. demandent les deux et beaucoup de personnes veulent l'internat parce que en termes de coût tout simplement et en termes de rythme de vie, c'est quelque chose qui est voilà, beaucoup plus rationnel. Et pour parler de ton parcours, donc tu as fait une prépa à Paris, quel était tu peux en parler un peu, quel était le pourcentage de provinciaux, de parisiens, d'où ils venaient Ouais, bien sûr. Donc globalement, moi je suis allé au lycée Michelet, donc, qui est en banlieue parisienne à Vanves. Donc voilà, de Parisiens intramuros, on devait être 4 ou 5 sur une classe de 45. Donc voilà ce qui était assez faible. Voilà, la majorité des gens, donc Michelet c'est une prépa qui place à peu près 50% des élèves dans le top 5. D'accord. Donc voilà, qui est une bonne prépa. Et voilà, la plupart des élèves voilà, ne venaient pas de Paris et habitaient autour de l'établissement. D'accord. Ah oui, donc les gens venaient. Ah oui, je pensais que tu allais me dire il y a 80% des gens qui sont Non. d'Île-de-France, pas du tout quoi. Enfin, Bah, 5 de Paris. ils viennent d'Île-de-France, Ils viennent mais d'Île-de-France. compte tenu des temps de trajet, ils sont obligés d'habiter à côté de la prépa. Et tu as une idée du ratio Île-de-France-province? Dans ma prépa, ça devait être du 70-30%, 70 Île-de-France et 30% province, globalement. Et par contre, ceux qui venaient de province, voilà, c'est quelque chose qui est important de préciser, c'était forcément des excellents élèves, voilà, qui avaient de très très bonnes notes dans leur lycée. Donc, à part certains grands lycées de province, comme voilà, à Lyon, à Marseille, dans les grandes villes de province, si on vient d'un plus petit lycée, il faut voilà, être vraiment dans les meilleurs de sa classe. Ok. Donc ok, ça marche. C'est bien de le préciser. Ok, super. Et donc toi, tu as fait une prépa au lycée Michelet, tu es rentré à l'EDEC après la prépa. Voilà, exactement, en 2 ans. Okay. Donc c'est un cursus. Et tu as vu beaucoup de gens qui faisaient des trucs classique. bizarres et qui changeaient de prépa après la première année, qui changeaient de prépa après la deuxième, qui passaient de... Non, t'en as pas vu tant que ça. Globalement, non. Moi, ce que j'ai vu, c'est voilà, il y a quelqu'un qui venait d'un établissement un peu moins coté qui a intégré notre prépa en 2e année, voilà, pour augmenter ses chances. Et sinon, voilà, dans ma classe, il doit y avoir voilà, 5-6 personnes qui ont cubé, donc soit dans des prépas privées hors contrat, soit dans des grandes prépas privées sous contrat comme Saint-Jean-de-Douai qui acceptent énormément de cubes, qui ont une classe d'ailleurs de cubes. Et ces élèves voilà, ont tous augmenté, ont tous obtenu de meilleures écoles. Celui qui gérait la prépa de Saint-Jean-de-Douai, il est passé chez Intégral, c'est ça? C'était un peu un magicien qui avait des résultats incroyables. Ouais, exactement. Ouais. Je crois que c'est maintenant le directeur d'Intégral et ça, le fait qu'il aille à Intégral a pas mal boosté la réputation d'Intégral. Mais après, voilà, le directeur de prépa fait pas forcément la prépa, c'est l'équipe pédagogique qui compte vraiment. Et à Saint-Jean-de-Douai, ils avaient une équipe pédagogique vraiment qui était de très bonne qualité. Et le fait d'être dans une classe aussi, le fait d'avoir une structure avec une classe uniquement d'élèves qui ont cubé, ça permet forcément d'avoir une très bonne classe et d'obtenir de très bons résultats. D'accord. Parce que généralement, les cubes, ils sont avec les deuxièmes années normalement, et eux, à Saint-Jean-de-Douai, ils ont la spécificité d'avoir une classe de cubes. Exactement, donc du coup, forcément, ils vont plus vite sur certains points du programme. L'investissement est différent en fonction des matières, parce que le fait, voilà, ils vont, par exemple, énormément s'intéresser aux mathématiques, qui sont les matières sur lesquelles on peut le plus progresser en travaillant. Donc voilà, l'approche de travail est différente, mais voilà, ça garantit de bons résultats. Et alors, moi je suis très naïf, il paraît que
prépas privés permettent d'intégrer en fin de première année et que tous les ans, il y a des gens qui ont des résultats exceptionnels en fin de première année. Vous l'avez vu Alors, c'est un mythe ce qui se passe. T'as passé les concours toi en première année Non, je ne l'ai pas fait, mais je sais que dans certaines prépas, ils passent les concours en fin de première année pour s'entraîner et pour, voilà, même s'ils n'ont pas couvert tout le programme, pour avoir un aperçu un peu de l'atmosphère des concours, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez particulier quand on n'est pas habitué. Et dans certaines prépas, les professeurs encouragent les élèves à passer en première année et à aller à des oraux, voilà, d'écoles plus modestes, parce qu'il y a des écoles où les barrières d'admissibilité, voilà, sont très très faibles, autour de 5 sur 20, donc même un élève voilà, de première année, même s'il n'a pas couvert tout le programme mathématique, ça peut passer, il peut se débrouiller pour avoir 5 et pour aller aux oraux. Ok. Et c'est quoi l'ambiance spécifique des concours? Tu disais que c'était assez surprenant. C'est assez particulier parce que voilà, pour ma part, j'avais jamais passé des examens voilà, sur une si longue durée. Donc les concours Écrit-Com en général se déroulent 10 jours avant les concours de la BCE, qui sont vraiment les gros concours sur lesquels les gens ont énormément d'attentes. Donc sur les concours Écrit-Com, ça se passe voilà, dans un espace où on doit être voilà, plus de 4000 élèves. Donc c'est une ambiance assez particulière, mais globalement voilà, c'est un peu comme un baccalauréat finalement, qui dure un peu plus longtemps, avec un petit peu plus de pression. Mais oui, c'est une ambiance assez, voilà, l'ambiance est quand même assez cordiale entre les candidats. Et les concours de la BCE en général se passent dans des lycées. Donc du coup là, on n'est pas perdu, on est dans des classes avec voilà, 15 élèves où on est très très bien espacé. Et ça se passe sur une quinzaine de jours et moi je gardais un très bon souvenir du concours globalement. Et tu me dis, je rebondis sur un autre truc, comme tu parles de classe. En prépa, on est beaucoup plus nombreux qu'au lycée, hein. On est une quarantaine, une cinquantaine par classe. Ça fait pas bizarre au début? Ça fait bizarre, mais les élèves sont tous très disciplinés. Donc du coup, voilà, il n'y a pas de problème globalement sur l'entente. Parfois, il peut y avoir un peu de, voilà, notamment en maths, il peut y avoir un peu de bruit et peut-être que c'est un peu plus difficile de poser ces questions. Mais moi, j'ai jamais ressenti que le nombre était un véritable problème. Surtout qu'on a des TD où on est en demi-classe, voilà, en mathématiques et en langue également. Donc, ce qui permet, voilà, aux professeurs de vraiment se concentrer sur les élèves de manière personnalisée. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans ce style-là? Ce qui m'a poussé à me lancer dans ce style-là, c'est que voilà, j'avais cofondé avec Alban France Éducation, voilà, où on sensibilisait les élèves dans les quartiers difficiles de la région lilloise à l'orientation. Et voilà, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les élèves, globalement, ce qui leur manquait vraiment, c'était l'information. Et je trouve que c'est pas normal que les gens n'aient pas une connaissance parfaite de l'ensemble des filières qui leur sont proposées, de leurs coûts et de l'ensemble des débouchés. Par exemple, moi j'ai appris seulement en deuxième année qu'on pouvait intégrer l'EDEC par la fac. Je l'aurais pas forcément fait, mais c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir au moins à l'avance pour prendre ma décision. Et le problème, c'est que voilà, dans les lycées, qu'on soit dans un lycée public ou privé, on a rarement une vue exhaustive de l'ensemble des choses qu'on peut faire. Et c'est pour ça que j'ai créé Stila avec Alban, parce que j'avais vraiment envie de transmettre ça aux gens et de montrer que, voilà, en ayant de l'information, on faisait forcément des meilleurs choix. Et surtout en ayant une vision à long terme de ce qu'on peut faire, on est toujours plus motivé parce qu'on sait vraiment ce qui nous attend, on sait comment atteindre nos objectifs, voilà, étape par étape. Et je pense que voilà, si les élèves avaient tous le même accès à l'information, il y aurait beaucoup moins d'échecs, en faculté notamment, il y aurait beaucoup moins de réorientation, parce que les élèves connaîtraient à l'avance les contenus, et c'est pour ça qu'à Stila, on a à cœur de développer ça et de transmettre cette information. Ok, voilà. Bon super, on peut clore le chapitre prépa. Voilà, ok. Ça marche. Et donc on passe à école de commerce après bac. Rebonjour, Rebonjour. On aborde un nouveau sujet alors, j'imagine. Oui. On est impatient. On est impatient, on est chaud, on a bien chauffé là. C'est un sujet où tu es expert aussi. Voilà. Tu as une petite expertise dessus. Donc, ça fait 10 ans qu'on fait ça, enfin 10 ans avec au concours qu'on fait des préparations au concours post-bac, donc pour... Une solide expertise dans le domaine, quoi.
Vous avez vu l'évolution? Ouais, on a beaucoup vu l'évolution. Ouais. On a beaucoup vu Parce que l'évolution. c'est un secteur qui a qui était énormément en croissance pendant un long moment. Ouais, exactement, et qui a connu une très grosse croissance quand on a commencé, et qui avait 20% de candidats en plus tous les ans. C'est un secteur qui bouge beaucoup par rapport aux prépas, aux écoles traditionnelles où ça bouge un peu moins. C'est assez hétérogène aussi. Ouais, il y a vraiment de tout, et on voit aussi beaucoup de formats qui changent. Avant, toutes les écoles avaient un format Bac plus 5, Bac plus 4. Et les bachelors qui ont Maintenant, il y a une explosé. vraie émergence des bachelors. Qui sont en fait une norme au départ internationale, voilà, et qui sont différents des normes françaises de la licence, parce que le bachelor peut se faire en 4 ans. Ouais, oui, c'est vrai que souvent les écoles de commerce le font en 4. Et oui, nous, c'est une voie qu'on pratique beaucoup. On prépare beaucoup de candidats au concours Accès, au concours Sésame. On voit aussi effectivement dans l'évolution du paysage, on a vu les concours changer. Donc Accès n'a jamais bougé, mais ils ont tendance à raccourcir leurs épreuves pour que ce soit plus commode pour les étudiants. Il n'y a plus d'épreuves sur 2 jours. Il y a moins Et les d'épreuves sur 2 jours. entretiens, les formats aussi, il y a des entretiens collectifs maintenant, si j'ai bien vu. Il y a toujours eu, pour tout le monde, il y a toujours eu individuel langue, et maintenant, sur certaines, il y a certaines écoles qui font passer des entretiens collectifs, des entretiens de culture G. Voilà, les grands concours, c'est Accès, c'est Sésame. Le format classique, c'est ils font passer une épreuve de synthèse. D'accord. Certains ont des épreuves de culture, il y a toujours des épreuves de logique, parfois il y a des épreuves de maths qui portent sur le programme, des épreuves d'anglais, éventuellement des épreuves de deuxième langue, et des entretiens de motivation au minimum. D'accord, Donc, ok. Super. Voilà Ok. le format. Comment vous, Scylla, vous... Donc ouais, les écoles post-bac, ça fait partie d'un des choix quand on veut faire du business Bien sûr, effectivement. Dans sa carrière, Il y a dans beaucoup sa de- vie universitaire déjà, avant de parler de sa carrière. Comment vous intervenez, vous, Scylla, pour ces écoles? Alors déjà, ouais, c'est des écoles qui, on peut les intégrer à différents moments de sa scolarité. On peut les attirer après bac, mais souvent il y a des écoles qui font des admissions à bac plus 2, à bac plus 3, à bac plus 4, à bac plus 5. Donc c'est déjà un panel de choix assez important. Puis après, il y a aussi 2 grands types d'écoles. Bon, il y a des écoles qui vont jusqu'au master, à bac plus 5, bac plus 6. Et aussi, il y a ce qu'on appelle des bachelors, qui sont proposés par ces mêmes écoles, mais qui sont aussi proposés par des grandes écoles qui recrutent après prépa. Donc le bachelor de l'EDEC, qu'on appelle le BBA EDEC, le bachelor de l'ESCP, le bachelor aussi le BBA ESSEC. Donc il y a aussi différents types d'offres. Puis après, il faut aussi... Il y a le Lyon aussi, oui. Oui, voilà, le M Lyon maintenant. Et puis il faut aussi faire attention dans le sens où il y a des écoles qui ont des diplômes reconnus par l'État, d'autres non reconnus. Et il y a même certaines écoles qui ont des diplômes qui sont reconnus et d'autres pas. Donc ça aussi, c'est quelque chose... En fait, notre diagnostic, c'est de dire qu'il y a quand même une hétérogénéité assez importante, même s'il y a des très très gros leaders des écoles de commerce post-bac. Voilà, hein, je pense sur lequel on peut tous s'accorder. L'IESEG caracole quand même en tête. Ouais, c'était pas le cas il y a 10 Voilà, ans, exactement. où l'ESCA a toujours eu une très grosse assise, en région, D'ailleurs, ouais. a toujours une très bonne cote. Mais c'est vrai que maintenant on classe plus facilement l'IESEG première et l'ESCA deuxième. Ouais. Voilà, et puis aussi il y a l'émergence des bachelors de très grandes écoles comme le BBA EDEC, le BBA de l'EM Lyon, qui prennent aussi une part importante aujourd'hui des élèves qui veulent intégrer des écoles post-bac. Donc c'est une formation. Les grands avantages de cette formation, c'est que ces écoles, donc ce sont des écoles de commerce qui sont assez reliées au monde de l'entreprise. Et puis surtout, c'est vrai que je pense qu'elles sont moins anonymes que la faculté, si je me trompe pas. Donc il y a de l'associatif, donc l'élève est plus intégré en fait finalement dans la vie de l'école, est pleinement intégré dans la vie de l'école. Donc c'est plus aussi une vie en fait qu'on offre en école de commerce qu'une simple cursus d'études avec des cours et on rentre chez soi. Puis bon, il y a aussi... Ouais. C'est un peu moins théorique hein, par rapport aux écoles d'ingénieurs. Souvent les écoles d'ingénieurs où il y a un peu ce même format, soit après bac, soit après prépa. Les écoles d'ingénieurs qui sont après bac, elles disent nous, on suit quand même le programme de prépa pendant les 2 ans. Il y a de l'informatique, mais en école de commerce, c'est directement dans un programme d'école. Certaines écoles se disent nous, on va garder des maths, nous, on va garder un peu de stats, on va garder quelques trucs. Mais elles ne communiquent pas en tout cas en disant nous on va faire le programme de CE pendant 2 ans ou le programme de CS pendant 2 ans. Elles sont plutôt sur un programme d'école. Des matières business. Business, marketing, finance, etc. dès le début. Quoi. C'est vrai qu'on appelait ça avant école à prépa intégrée. Et c'est vrai que pour les écoles de commerce,
cette appellation elle est un peu On galvaudée. n'en parle pas. Parce on parle qu'aujourd'hui, de bon, post-bac, bah voilà, c'est souvent des matières business. Les stages interviennent très tôt. Ouais, il y a un stage ouvrier obligatoire dans les Voilà. 2 premières années. Et en plus, ce qui est aussi très intéressant, c'est que la force de ces écoles, c'est qu'ils ont souvent des accords avec les entreprises. Donc c'est plus facile de trouver des stages. Alors même si c'est relatif au niveau de l'école et bien sûr à la force du réseau de l'école, mais il y a souvent des entreprises qui ont des accords avec ces élèves et ça permet justement de trouver des stages. Ce qui est, il faut quand même le dire, un peu plus difficile en faculté où les accords entre les entreprises et les facultés sont beaucoup moins présents. Voilà. Ouais, un des avantages, enfin, oui, c'est un des avantages, c'est qu'on est directement dans l'école. Que si tout se passe bien, qu'on est sérieux, on va avoir son diplôme. Ça veut dire que globalement, c'est un gros choix qui est fait après bac, mais après, bon, bah, ça roule, si tout roule, tout roule. On peut quand même se faire virer. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas de diplôme, donc on se lance pour un cursus qui va durer C'est ça, ouais. 4 ou 5 ans sans sécurité. C'est vrai qu'il n'y a pas cette licence comme il y a en faculté. Il n'y a pas effectivement. d'étape, quoi. Il n'y a pas d'étape intermédiaire qui nous permettrait de Bah, changer ouais. en cours de route, etc. C'est moins théorique. Et par contre, si on pense qu'on peut avoir le niveau pour avoir une meilleure école, ça serait peut-être plus le coup d'aller vers une prépa. C'est Voilà, aussi une question de... Puis bon, après, il y a la grosse problématique forcément du coût. Voilà, le coût de l'école de commerce. On n'en a pas parlé du tout après Voilà. prépa. Combien ça coûte une école de commerce C'est quoi la fourchette des écoles de commerce, les prix? Alors, les écoles de commerce, on est à peu près entre 35 et 45 000 euros. Donc, on est à peu près Post-bac, hein. Alors, en post-bac, c'est autour de 5 à 7 000 euros l'année, donc plutôt 7 000, hein. Sans compter, bien sûr, le logement si on n'est pas dans la ville où se fait l'école, et des frais annexes, comme quand on part à l'étranger, etc. Donc, oui, c'est souvent, on peut dire... Je pensais que tu allais dire de l'alcool en frais Non. annexes. 5 ans d'alcool, c'est plus cher que 3 ans d'alcool. Non, pas du tout. Non, je pensais plus au logement, à la nourriture, et puis souvent quand on... Ça aussi, c'est un avantage, voilà, exactement. Et des études aussi en école de commerce, post-bac, c'est que l'étranger, même s'il est réservé souvent aux meilleurs élèves, il y a quand même une partie étranger qui est possible. Et donc finalement, voilà, on est sur un coût, moi je dirais, de 7 000 euros l'année, sans compter les frais annexes, donc 7 x 5, 35, voilà. Donc, et je parlais plus pour les 35 à 45 000 des écoles post-prépa, qui sont plus chères. Ok, elles sont plus chères au coût à l'année, elles sont plus chères. Au coût à l'année, elles sont plus chères, mais elles durent beaucoup moins longtemps, c'est 3 ans, 3-4 ans, voilà. Voilà, et puis bon, donc c'est vrai que ça, le coût c'est une problématique à prendre en compte, je trouve, pour les écoles de commerce post-bac. Et puis aussi, c'est vrai que c'est plus difficile, comme tu l'as dit, de rebondir sur d'autres cursus après. Voilà, ça c'est aussi... ça se fait, hein, ça se fait. fait. Les écoles, elles se connaissent un peu entre elles. Donc, voilà, notamment pour les masters spécialisés. Dans d'autres écoles, on connaît des gens qui font jusqu'à un bac plus 5 dans une école de commerce post-bac, puis après qui font un master spécialisé dans une école post-prépa. C'est des choses qui se font. Ouais, puis ça fait un double diplôme, c'est toujours valorisant. Et puis surtout aussi pour les bachelors de grande école, si on fait partie des meilleurs de ces bachelors, on peut intégrer en master la grande école. Même si, bon, il faut bien voir que, comme a dit Thibaut précédemment, le CV n'est pas regardé de la même façon si on fait une prépa, puis après une grande école post-prépa, qu'une école de commerce. C'est pas le même profil. Ouais. C'est pas le même profil. Mais c'est vrai que c'est des profils qui restent intéressants, il y a des stages. Et puis, voilà, il y a un encadrement qui est assez optimal, qui permet... Il y a comme le taux d'échec dans ces écoles est quand même assez faible par an, comparé au taux d'échec en faculté. Le taux d'échec en faculté, surtout en première année, c'est 50-52%. Mais alors qu'en école de commerce post-bac, je dirais qu'il est à 10%, 5-10% à peu près, si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est une autre manière d'aborder la chose. Et puis bon, la dernière chose aussi, je pense le point important, c'est l'hétérogénéité des écoles. C'est pas du tout la même chose d'intégrer l'ISEG qu'une école d'un niveau plus modeste. Donc ça, c'est là aussi où c'est important d'avoir une réponse individualisée, c'est que c'est assez compliqué, parce que c'est des écoles de commerce, donc le marketing, elles maîtrisent. C'est assez compliqué de savoir finalement, voilà, quelle école et qu'est-ce qu'elle vaut vraiment, et les classements sont un peu aussi hétérogènes. On voit, voilà, enfin, je pense que tu connais ça aussi bien, voire mieux que moi, mais les classements sont assez hétérogènes. Ouais, c'est difficile de se fier à un classement. Ouais. C'est difficile de bien comprendre aussi les titres, les accréditations, tout ça, c'est facile, hein. Parce qu'il y a des accréditations internationales, il faut savoir qu'en France... L'école, le programme, il y a quand même beaucoup de choses à comprendre pour pouvoir évoluer une école. Alors après, effectivement,
quand c'est la meilleure, c'est facile, tout le monde sait que Voilà, c'est la meilleure. l'IESEG, c'est l'IESEG, hein, et les billets de grandes écoles de commerce, pas de problème. Mais après, c'est vrai que c'est plus difficile de distinguer les autres et de se faire une place, de savoir voilà, quelle est l'école qui est adaptée à mon niveau, à mes capacités et à mon ambition. Voilà. Il y a un facteur qu'on ne prend pas souvent en compte, mais qui est à mon avis assez important, c'est l'inertie. C'est que sur une école qui dure 5 ans, quand tout d'un coup, l'école, tout le monde en parle, quand tout le monde en parle en sélection, ça veut dire que finalement, les étudiants dont tout le monde parle, ils sortiront que 5 ans après. D'ici à ce qu'il y en ait régulièrement dans les entreprises, il va se passer 5, 10, 15 ans. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, une école qui a toujours été connue par tout le monde, elle sera référencée par tout le monde, elle sera évaluée par tout le monde, et pour les premiers jobs, elle sera connue par tout le monde. L'école dont tout le monde parle pendant 1 an, mais dont on ne parlait pas il y a 2 ans ou il y a 3 ans, quand on va sortir de l'école, les entreprises ne la connaîtront pas, en fait. Bien sûr. Et ces effets de mode qu'il y a, et qui existent souvent sur le post-bac, et qui n'existent pas vraiment sur les post-prépa, mais sur le post-bac, on entend parler d'école tout d'un coup. Et au final, c'est des effets qui sont plus long terme, donc ils ne sont pas forcément si fiés au premier abord. Voilà, c'est ça, l'école dont tout le monde dit mon fils est rentré dans cette école-là, ça va être formidable, mon machin. Oui, mais dans 5 ans, les entreprises, elles ne la connaîtront toujours pas, cette école-là. Et dans 10 ans, elles la connaîtront un peu plus, si l'école continue comme ça. Mais c'est prendre quand même un risque en misant sur une école dont le nom n'est pas fait. Dont le nom n'est pas fait, le nom n'existe pas, et dont le nom n'a pas été fait pendant longtemps. Mais après, on est aussi dans des... c'est vrai que l'ancienneté est une garantie. C'est une vraie sécurité pour des une école, jobs. Par exemple, comme l'ESCA, moi j'ai toujours l'ESCA, le SCE, ça fait très longtemps que ça existe. Et donc, ils ont des personnes placées dans les entreprises qui leur permettent de faire des stages, etc. Alors après, bien sûr, c'est pas l'unique critère à prendre en compte, mais c'est vrai que c'est un critère qui vaut. L'ESCA, même l'ESG, il y a toujours une assez bonne cote. Bon, on a changé 2 fois de nom, mais voilà. mais il y a toujours une assez bonne cote. C'est vrai que c'est un calcul à prendre en compte. Après, ce qu'on peut tout de suite opposer à ça, c'est de dire oui, on est dans une économie qui bouge beaucoup depuis quelques années, et les cursus qui savent s'adapter auront une vraie prime, auront une vraie prime à l'emploi, une vraie prime au salaire après. Mais c'est vrai que la valeur des diplômes bouge quand même un peu moins en tout cas moins vite que l'économie. Donc il faut s'en méfier, et surtout quand on investit un montant aussi important et une durée aussi importante de 5 ans. Comme tu dis, il faut vraiment faire attention, parce que une école qui est entre guillemets en haut de la vague cette année, est-ce qu'elle est dans 5 ans ou est-ce qu'elle l'a été il y a 10 ans? Tout ça, c'est important. Donc c'est vrai que je pense que c'est très important, quand on veut choisir un cursus aussi long, de vraiment bien peser le pour et le contre, et de mener une analyse fouillée et détaillée avant de faire son choix. Et en plus, il y a aussi les concours. Donc quel concours on va arriver à bien réussir, et la préparation au concours des écoles de commerce, tu veux nous en parler? Elle est quand même assez importante. Oui, c'est important. Ce qui est difficile pour les candidats, et les concours sont... On fait quelques-uns de concours, et les concours sont très bien faits. Access est très très bien fait, César est très bien fait aussi. C'est des concours qui sont faits intelligemment, avec une vraie réflexion dans le temps, qui demande... qui vérifie vraiment que les étudiants sont investis, ont travaillé, ont répété. On ne peut pas l'improviser. C'est pas parce qu'on est... futé qu'on y arrive. Non, ça s'improvise pas, c'est sûr. C'est vraiment un concours, il faut avoir compris ce qu'ils attendaient, et qui demande vraiment une vraie prime au travail et à l'investissement. Donc c'est des concours nous on trouve bien faits, mais voilà, c'est des... il faut quand même les travailler, il faut quand même anticiper, on peut pas vraiment dire je me prépare, je le passe, je m'inscris le 10, je passe le 15, ça se fait pas comme ça. Mais c'est des concours qui sont aussi qui sont bien faits, puis ça révèle aussi... Oui, il y a souvent les tests de logique qui sont un peu inspirés après des tests qu'on connaît en admission parallèle pour les grandes écoles, comme le stage MAGE. C'est un peu la même chose. Donc, c'est un esprit, c'est un esprit à prendre. Pour résumer, c'est des tests de logique, souvent mathématiques, ou il y en a d'autres, qui en fait permettent d'évaluer un peu la capacité de dynamisme et d'autonomie qu'on pourrait voir après chez une personne en entreprise. Voilà. C'est un peu un début, donc c'est des tests qui se travaillent, c'est du travail régulier. C'est comme les mathématiques, c'est un travail régulier et profond qui permettra vraiment d'arriver et de maximiser sa note lors de ces écoles. D'en avoir vu pas mal et se dire je suis sur ce format, ce schéma, je sais ce que je cherche, est-ce que ça va être cette mécanique, et en fonction de ce qu'on est emmagasiné dans mon travail, on s'en sort plus ou moins bien. Donc voilà pour les écoles. C'est ça, si on résume, c'est vrai qu'il y a plusieurs variables à prendre en compte, et comme c'est un choix long... Oui, il y a un autre point dont on parle. Souvent les bachelors des très grandes écoles, ils sont devenus hyper sélectifs, c'est-à-dire que globalement
les Le taux de étudiants. mention bien et très bien au bac C'est hallucinant, augmente, c'est Ouais. assez important, hein. Les bachelors de très grandes écoles, c'est des formations qui sont assez reconnues et qui oui, commencent à vraiment truster des très très bons élèves, effectivement. Et quand ils ont changé de. Ouais, non, le bachelor de l'EM Lyon, on l'intègre pas facilement, même si c'est à Saint-Étienne. Le bachelor de l'ESSEC, on l'intègre pas facilement non plus. Ils ont des taux d'admission qui sont très 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 bas. Un nombre de mentions bien très bien qui est hyper important. C'est pas des. Ouais, c'est plus. Ça va être dans le choix post-bac prépa, c'est un peu ce qui se trouve au milieu, quoi. C'est souvent des étudiants qui auraient pu faire une très bonne prépa, qui disent bah non, moi j'ai pas envie d'aller en prépa, je préfère aller en bachelor tout de suite, mais c'est quand même des très très forts, des étudiants très forts, quoi. C'est ça, voilà, aussi, c'est aussi une question de philosophie, donc ça vient aussi bien sûr avec l'étude du cas individuel, hein. Est-ce qu'on est prêt à faire une prépa, est-ce qu'on a la volonté, la capacité, l'ambition aussi, et aussi, bon voilà, est-ce que pour l'école de commerce, est-ce qu'on veut découvrir le monde de l'entreprise rapidement, s'insérer rapidement sur le marché du travail, s'impliquer dans une vie associative, etc. Voilà, et puis bon aussi en école de commerce, comme on a 5 ans, il faut aussi avoir de l'autonomie pour essayer de se construire un plan de carrière, etc. C'est pas si facile. Alors que c'est vrai qu'en prépa, on est drivé, on fait 2 ans, on travaille bien, après on a notre école. En école de commerce, de post-bac, dès la première année, il faut commencer à faire des stages, essayer de réfléchir à son emploi. C'est une autre manière de réfléchir et de concevoir les études. Voilà. Ouais, c'est un peu plus sécurité parce qu'on se dit je suis déjà On a déjà une je suis école, dans l'école, mais bon, bah, c'est déjà voilà. ça. Et en même temps, En même temps, il y a quand c'est même plus pratique, un quoi. travail à fournir Ouais. qui est personnel. Donc voilà. Est-ce qu'on est bon sur le post-bac? Bah oui, écoute, Ouais, voilà, moi, les j'ai grands rien à concours, c'est rajouter. Accès, César, Link, Pass. il y en a beaucoup, il y en a hein, beaucoup, ouais. il y en a vraiment beaucoup. Et puis, comme on dit aussi, il y a les bachelors. Et les bachelors qui ont souvent des voilà. accès directs par eux-mêmes. Donc c'est différent, mais voilà. Enfin, quoique, les SEC c'est dans Sésame et les DEC c'est dans Pass. Voilà, maintenant c'est vrai qu'en plus elle commence à se mettre aussi dans les concours pour avoir plus de visibilité. Donc voilà, ouais, c'est des concours. Après, il y a énormément de détails, il y a les épreuves qui varient un peu en fonction des concours. On peut pas tout détailler dans une seule vidéo, mais on pourra en parler, détaillera plus en détail les choses. Ça marche, donc on a fait la troisième partie, école post-bac. Ensuite, on attaque l'université. Donc on veut toujours faire du management ou du commerce. Et cette fois, on veut passer par l'université. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, eh ben justement, donc l'université, c'est un énorme pourvoyeur d'étudiants. Alors, on va commencer. Donc l'université, ça s'inclut. Ah oui, on n'en a pas parlé. Les écoles post-bac, je pense que c'est 10-20 000 candidats par an qui rentrent en post-bac à peu près. En prépa, vous savez combien il y a d'étudiants en prépa HEC qui rentrent chaque année à peu près? Il y a 5000 étudiants à peu près. 10 000, tout compris. 10 000 Ah ouais, tout 5 000 compris. 5 000 par an? Alors en fait, ça dépend. Déjà, donc fait ce qu'on compte les voies E, les voies S, Ouais, les voies T. en comptant tout. En comptant tout, 10 000 à peu près. par ouais, génération. 10 000 à peu 10 000 près. par génération. Ah ouais, donc Voilà. il y a autant en post-bac qu'en prépa maintenant. Voilà, et les écoles, de toute façon, les classes préparatoires, ça représente à peu près 5% du total d'étudiants en France. Ah, en France, ok. Voilà, donc c'est vrai que c'est... Oui, alors après, en fait, le chiffre en absolu n'est pas forcément important. Dans le sens, après, il faut voir la sélectivité, le nombre de places par rapport au nombre de candidats. Donc c'est là où c'est assez... Et bon, la sélectivité, forcément, en classe préparatoire est importante. Ouais. Et en plus, ça dépend des classes préparatoires. Mais les écoles aussi, ça dépend des écoles. Voilà, alors c'est vrai que la faculté, le gros changement, justement, c'est qu'aujourd'hui, il y a une sélection importante en faculté. Donc la faculté, déjà, ça s'intègre souvent après bac, mais ça peut aussi s'intégrer après en L3, En L2, en L2, donc après un BTS, après un IUT, comme on l'a déjà dit précédemment. après une prépa, après Voilà. plein de trucs, ouais. C'est quelque chose qui est intégré dans Parcoursup et qui aujourd'hui, avec la nouvelle réforme depuis l'année dernière, toutes les filières sont dites sélectives. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il y a un dossier, une lettre de motivation, et donc on est pris en fonction de ces résultats scolaires. On peut dire les principales filières. Très bien, c'est ce voilà. que j'allais demander. Les principales licences qui amènent pour faire du commerce, du management, tout travailler dans l'économie. Donc il y a la licence d'économie-gestion. ICOG. Voilà. Pour les S, il y a la licence qu'on appelle MIAS, donc Yes. maths informatique appliquée aux sciences humaines et sociales, qui est assez. Et surtout, en fait, la licence d'éco-gestion, il y a plein de ce qu'on appelle de subdivisions. Donc il y a la licence éco, il y a des doubles licences. Il y a aussi donc ce qu'on appelle des doubles licences
éco-anglais, Écolangue, ouais, c'est ça. éco-langue, éco-droit aussi. Éco-droit. Puis après, il y a droit-gestion. Puis souvent, en fait, en L3, on choisit entre économie et gestion. Puis après, on peut prendre, comme moi j'ai fait, une spécialité en statistique, en gestion, en comptabilité, etc. Donc c'est une licence qui est un peu, alors je dirais pas à la carte bien sûr, mais on peut un peu la spécialiser peu à peu. Et c'est vraiment la licence d'éco-gestion, ouais, c'est vraiment le principal Pourvoyeur de. pourvoyeur, voilà. Donc Qu'est-ce qu'il y a comme fac à Paris qui font éco-G? alors il y en a beaucoup, hein, les très grandes facs, la Sorbonne, Assas, dans les facs franciliennes, Nanterre. Il y a énormément de facultés qui proposent la licence d'économie-gestion. C'est une licence très générique et qui est vraiment proposée. Et beaucoup de personnes qui ont aussi intégré des écoles, etc., ont fait une licence Et il y a, d'économie-gestion. donc il y a les cursus AES aussi, et les Bien cursus sûr. d'IAE. Donc qu'est-ce que c'est AES? Alors, AES, administration des entreprises. Voilà, donc ça c'est une licence d'économie aussi. Et d'ailleurs, on peut faire une licence d'économie de gestion et finir en L3 en AES. Voilà, donc c'est une des spécialités en fait qu'on peut prendre dans une licence et on peut commencer aussi dès la L1. C'est là la spécificité d'AES. Et donc voilà, oui, ça c'est vraiment quelque chose qui est centré sur l'économie et c'est assez, je dirais, alors que économie et gestion sont couplés dans une licence d'éco-gestion, AES vraiment c'est plutôt centré sur l'administration économique. Donc c'est plus Théorique. voilà, et c'est, je pense que le niveau analytique, donc mathématique est un peu plus important. Ok. Et il y a les IAE. Donc les IAE, c'est souvent des entités à part dans les universités. Dans les Je suis pas sûr de ce que je universités. veux dire, mais c'est des entités à part dans les universités. Donc Institut d'administration des entreprises. Avant, il y avait un troisième cycle qui s'appelait DESS-CAAE, Ouais, certificat d'aptitude à l'administration des entreprises. effectivement, ouais. Et c'était vraiment le cursus école de commerce au sein de l'université. Mais c'était séparé, c'est-à-dire que c'était pas dans le cadre des licences EcoG, c'était pas dans le cadre des licences AES, etc. Et ça existe toujours. Alors, les IAE, ça s'intègre plutôt après une licence. Voilà, c'est plutôt, c'est en fait en master qu'on intègre un IAE. Et comme tu dis, donc après, ça fait comme dans une école de commerce ou dans une université, master 1, master 2. Et ça reprend effectivement les masters d'une école et les masters d'une école de commerce, donc marketing, finance, comptabilité, gestion. Ce qu'on appelait DESS, ce que tu appelais DESS aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle master. Finalement, c'est la même chose. Et donc voilà, c'est en fait alors je vais dire une copie entre guillemets des écoles de commerce. Et il y en a qui sont très bien cotées, l'IAE de Paris, l'IAE de Lyon. Donc tous les IAE en fait sont DEX aussi sont en fait, voilà, bien sûr, comme tu dis, associés à des universités. Et c'est souvent la réputation de l'université qui fait la réputation de l'IAE, même s'il peut y avoir quelques petites variations. Et c'est des choses qui sont assez cotées, puis elles ont l'avantage de prendre les coûts de l'université, c'est-à-dire qu'ils sont gratuits. Alors il y a quelquefois des coûts qui augmentent maintenant. Ça peut arriver à 5-6 000 euros maintenant. Voilà, 7 000 maintenant c'est aussi. vrai. Et puis surtout, mais ça reste quand même moins coûteux qu'une école, largement moins coûteux qu'une école de commerce. Puis bon, aussi comme grande filière économique qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, c'est l'université, bien sûr, Paris-Dauphine. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Effectivement, qui est le symbole un peu de l'excellence universitaire, notamment dans les filières de commerce. Alors c'est bien sûr beaucoup plus difficile de... Commerce, marketing, je crois, ils sont très cotés, finance aussi. Finance, voilà, par contre, c'est beaucoup plus difficile d'intégrer. Hein. Il faut avoir vraiment le niveau, être excellent dans sa classe, avoir le niveau d'un étudiant qui voudrait rentrer en classe préparatoire, dans une classe préparatoire très correcte. Mais oui, ça c'est vraiment, et puis eux c'est vraiment spécialisé commerce. Il y a moins de, c'est vraiment assez, vraiment spécialisé économie et commerce, et on peut vraiment avoir les mêmes débouchés que dans une école, une des grandes écoles Pros Prépa du top 5, c'est un niveau équivalent. Ok. Tous ces cursus, en fait, on peut circuler dans tous ces cursus, quoi, globalement. On peut passer de la prépa à l'université à l'école, on peut passer du DUT à l'université à l'école. Il y a quand même plein de connexions maintenant où vous, sûrement, vous devez intervenir, hein, où vous, en tant qu'entreprise, On si intervient, là, bien sûr, vous devez pouvoir intervenir quand on est dans une filière et qu'on veut aller dans une autre, quoi. C'est vrai, hein, on dit quelquefois qu'on optimise finalement aujourd'hui, il y a une optimisation de la performance entre guillemets scolaire. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui les passerelles sont importantes, même si elles vont hélas souvent dans un sens. On peut aller de l'université vers une grande école, aller d'une grande école vers l'université, ça se fait très rarement, même si ce serait... Ça peut arriver pour, même si ça peut arriver. pour un master spécialisé ou pour Voilà. un cursus très spécial. Ouais.
pas pour un cursus très spécial, mais oui, tu as raison, c'est vrai qu'il y a énormément de filières, de passerelles, ce qui aussi rajoute aussi des problèmes de décryptage, parce que c'est assez compliqué, c'est pas des choses qui sont forcément dites de manière très ouverte, et aujourd'hui c'est vrai que les masters d'université sont souvent sélectifs, très sélectifs, et en plus intègrent des personnes qui viennent d'autres licences, d'autres universités, et les meilleurs masters d'université intègrent même maintenant aujourd'hui des gens qui viennent de très grandes écoles d'ingénieurs et de commerce. Bien Donc sûr, ouais. c'est vrai que, et c'est aussi la difficulté de l'université, c'est que c'est assez finalement diffus, et il nous faut, même si les diplômes sont très reconnus, il faut avoir une autonomie très importante et une capacité de travail et d'auto-motivation qui est assez importante. Ouais, puis souvent il y a un décalage. Moi j'étais en fac de maths et souvent l'université a une légère tendance à former des chercheurs, c'est-à-dire à avoir une formation qui est très très théorique, très Ouais. orientée vers la théorie, qui ne voit un peu que par la théorie, la recherche et qui n'est pas tellement connectée avec l'entreprise. Alors que l'école de management, son but c'est l'entreprise. C'est l'insertion professionnelle. C'est l'insertion professionnelle, ouais. C'est ça, à l'université, en fait, on apprend un peu le... Après, ça dépend des cursus, ouais. évidemment, moi je n'étais pas dans un cursus. C'est vrai, par exemple, comme tu as cité AES, c'est plus centré un peu aussi sur les entreprises. Mais c'est vrai qu'en fait, à l'université, on a un peu le savoir avec un grand S, quoi. Ouais, ouais. On apprend... alors après, moi, j'ai adoré parce que on apprend des choses on va très en profondeur des choses. Moi, j'ai étudié l'économie du travail, etc. C'est très intéressant. Mais c'est vrai qu'après, d'ailleurs, les meilleurs d'université vont souvent dans des très grandes écoles de commerce. Après, aujourd'hui, les universités essayent de juguler un peu cette suite de leur cerveau. Elles ont créé donc les IAE, comme on en a parlé, les magistères aussi, qui sont des cursus sélectifs qui interviennent souvent en L3, qui permettent en fait d'intégrer les masters d'excellence d'université. Elles créent des nouveaux programmes, et c'est vrai que là où c'est assez compliqué, c'est qu'il y a des filières, tu as raison, qui sont assez théoriques et qui mènent souvent vers des masters qui peuvent être dits où l'insertion professionnelle n'est pas forcément l'unique priorité. Donc, ouais, puis en fac, si tu as envie de bosser, tu bosses. C'est-à-dire que si tu as envie de prendre un boulot à côté, tu prends un boulot. Si tu as envie de faire un stage, tu fais un stage. Mais c'est pas écrit dans le marbre que tu dois faire X stage, X cursus à l'étranger, alors que dans l'école, c'est écrit noir sur blanc, tu as signé, tu vas faire tes 3 stages et tu vas faire tes 6 mois à l'étranger. Et tu as même ce cadre-là dans ta formation où le professionnel est obligatoire. Voilà, alors c'est pas du tout inclus dans le cursus de l'université, l'année de césure, ouais. L'étranger, donc il y a des programmes Erasmus qui sont très bien, mais il faut savoir postuler, il faut savoir le faire par soi-même. Donc nous, c'est vrai que avec SILA, on accompagne souvent les étudiants à l'université en leur fournissant les méthodes de travail adaptées pour leur cursus, puis aussi un accompagnement sur comment arriver à avoir Erasmus, comment choisir la bonne licence, le bon master. Voilà, c'est quelque chose, c'est vraiment un établissement, c'est vraiment des établissements, il faut être proactif en fait. Ouais. Voilà, il faut être proactif, mais on apprend des choses fantastiques par leur profondeur et leur intérêt, et en plus ça permet vraiment d'intégrer des cursus d'excellence. Et quand on est bon en faculté, c'est difficile d'être bon en faculté, mais quand on l'est, c'est vraiment très reconnu. Oui, puis c'est aussi c'est souvent l'excellence des enseignants. Hein. Bien sûr. L'université, on peut leur reprocher la théorie, mais après, c'est aussi la crème de la crème dans chaque secteur, dans la recherche. C'est pas forcément des gens qui sont... Enfin, ouais, c'est vraiment les meilleurs enseignants, pas les meilleurs enseignants, mais en tout cas les plus techniques, les plus calés. Et puis des personnes qui ont écrit, qui ont écrit des livres. Les références dans les références. Moi, je sais par exemple Michel Aglietta, qui était en économie, c'est un des plus grands économistes de notre temps. Il dirige une école de pensée, donc c'est très intéressant. Donc on va vraiment dans la profondeur des choses, et ça c'est quelque chose de très appréciable. Je prends 2 secondes, juste il y a un chargeur là-bas dans la multiprise. Oui, c'est vrai, bon, c'est aussi, voilà, faut peser le pour et le contre. La dernière section qu'on va voir, c'est les études à l'étranger. On entend de plus en plus parler de gens qui vont à Londres ou en Espagne faire des écoles, des universités pour apprendre le business et le management. Ça devient un des choix entre école post-bac, prépa et études à l'étranger dont on entend le plus parler, dont on entend parler, alors que je n'en entendais jamais parler avant. Peut-être que les gens ne parlent pas non plus, mais voilà, donc maintenant c'est devenu une possibilité. Qu'est-ce qui existe comme cursus business à l'étranger pour des Français? Voilà, ça c'est vrai que je vais laisser la parole pour un peu à mon associé Thibaut qui va vous expliquer tout ça.
Alors ouais, On effectivement. est post-bac, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut faire du business et qu'on veut aller à l'étranger? Enfin, on veut aller à l'étranger. Alors voilà, globalement, il y a de plus en plus de... Voilà, on vit dans un monde qui est globalisé maintenant, il y a de plus en plus de possibilités pour les étudiants français d'aller étudier à l'étranger dès le post-bac. Donc la destination préférée des Français, et je pense que c'est celle sur laquelle on va se concentrer, parce que ça correspond quasiment à 80% des élèves, c'est l'Angleterre. Okay. Voilà, donc qui optent pour, pour une formation en business management, donc pour des bachelors de 4 ans, assez identiques finalement Au bachelor d'école. au bachelor d'école de post-prépa, post-bac, pardon. Et ce sont des formations dans des universités généralistes, comme Warwick, Queen Mary, King's College, voilà, qui proposent d'autres formations. Donc les élèves peuvent également les intégrer pour des formations en droit, en médecine, en art et même. Et voilà, donc, mais de plus en plus d'élèves se concentrent aujourd'hui sur des cursus en économie, en business management là-bas, parce que c'est des formations qui sont d'une très très grande qualité, extrêmement bien connues en France et à l'étranger, voire peut-être plus que certains établissements français. Je pense que voilà, la LSE est certainement plus connue qu'HEC aujourd'hui. Et c'est une formation qu'on peut intégrer directement en post-bac. Voilà, donc après les modalités, donc c'est un process par contre qui est un petit peu particulier. Donc pour l'Angleterre, en fait, on va être sur une plateforme qui s'appelle UCAS. Ça s'écrit comment? UCAS. UCAS, ok. Voilà, qui est une plateforme commune pour les étudiants anglais et pour les étudiants étrangers. Et sur cette plateforme, on va rentrer des vœux d'université. Donc voilà, je crois qu'on a le droit d'en classer maximum 6. Et sur ces universités, donc, on va devoir dans son dossier mettre les notes prédictives du baccalauréat qui seront fournies par l'établissement. C'est un truc assez particulier. Ah, il faut dire je vais avoir 15 de moyenne au bac. Voilà, une estimation à peu près objective des notes au baccalauréat de l'élève. Ça doit être marrant à faire ça. Ouais, c'est quelque chose d'assez flou, mais voilà, globalement, c'est facile. Voilà, on prend une mention, pour quelqu'un qui... En général, on arrive à savoir quelle mention va avoir l'élève en fonction de son niveau. Et ça s'adresse quand même à des élèves qui ont plutôt un bon niveau en général. Donc il n'y a pas de problème sur ça. Il faut fournir un personal statement aussi. Qu'est-ce que c'est? Une lettre de motivation, rédigée bien sûr en anglais, où on devra exposer nos motivations, pourquoi est-ce qu'on veut étudier à l'étranger, montrer pourquoi l'Angleterre nous intéresse. Voilà, c'est un personal statement par contre qui est commun à tout le système, donc on peut pas dire que une université fait plus rêver que l'autre. Fait plus rêver que l'autre parce que toutes les universités liront le même personal statement. D'accord, c'est une motivation pour le cursus en fait. Exactement. Okay. Ensuite, les élèves devront fournir également un score, un test d'anglais. Donc en fonction des universités, c'est soit le TOEIC, soit le TOEFL, soit l'IELTS. Pas le TOEIC. Pas le TOEIC, non. Donc qui requiert les scores exigés sont quand même assez élevés, donc c'est des gens qui doivent avoir un bon niveau globalement en anglais. C'est pour ça que pas mal d'étudiants en terminale qui envisagent de faire ça ont en général passé un petit séjour linguistique et on fait une prépa aussi à l'IELTS ou au TOEFL pour être sûr d'être préparé parce que les scores exigés sont assez élevés. Okay. Et voilà, à partir de ça, donc les universités vont regarder le dossier et vont ensuite offrir une admission conditionnelle à une note au baccalauréat. Donc l'avantage en fait dans ce système-là, c'est qu'il n'y a que le baccalauréat finalement qui compte d'un point de vue académique. Les universités ne vont pas regarder tes notes en première et en terminale. Incroyable. Jamais. C'est pour ça que c'est une bonne alternative pour certains élèves qui n'ont pas forcément d'excellentes notes, mais qui en ont un peu sous le pied pour le bac. Ah oui, c'est super comme information. Ouais. Donc globalement, si t'es le dernier des flemmards, mais que t'es pas vraiment un peu de moyens, parce que ça va coûter un peu d'argent, et que t'as un peu de potentiel, ça vaut le coup
on peut rentrer dans une super école sur un coup de bluff en fin de terminale, quoi. Voilà, après bon, en général, si on a vraiment de mauvaises notes au bac, si on a vraiment de mauvaises notes en terminale, on arrivera difficilement à assurer un excellent bac, à moins voilà d'être vraiment talentueux, ce qui est possible. Ça mais peut arriver, hein, ça peut encore arriver. ça hein. peut encore arriver, mais voilà, c'est quand même assez compliqué. Mais oui, c'est quelque chose qui est possible. Moi, voilà, j'avais des amis en terminale, voilà, qui avaient un niveau voilà moyen, qui en avaient sous le pied, voilà, qui se sont mis à travailler de manière relativement intense pour le bac, pour assurer donc du coup le contrat qu'ils avaient avec l'université. Donc voilà, je sais que par exemple à titre indicatif, donc c'était il y a 4 ans, mais pour Warwick, ils exigeaient 15 de moyenne pour un bac scientifique. D'accord. Donc c'est quelque chose voilà qui quand on a un niveau voilà relativement correct, c'est quelque chose Jouable, ouais. qui est jouable et qui peut permettre voilà, d'aller dans d'excellentes formations. Donc toi, tu as parlé de LSE, donc la London School of Economics, Warwick, King's College et Queen Mary. C'est quoi le classement de ces écoles, de ces universités? Bah, globalement, c'est assez dur de les classer parce que ça dépend, ça dépend des matières, ça dépend Pour un cursus général. Pour un cursus général, Comme ça, tu dirais quoi je dirais que la LSE, King's College et Warwick et ensuite Queen Mary, je pense. Ok. Voilà, globalement, après, j'ai pas les classements en tel. Au UK, voilà, c'est un peu différent parce que ce qui fait la différence, en fait, c'est moins le classement entre les facs parce que toutes ces facs se valent en réalité. Mais ce qui est important, par contre, ce sera le classement de l'élève Dans la fac. Ça, c'est un truc qui est important et qui est vraiment différent par rapport à ce qui se fait en France. Finalement, un élève qui est à HEC, qui soit premier ou dernier de promo, il n'y aura aucune incidence. Alors qu'en Angleterre, les recruteurs demandent les bulletins très régulièrement des élèves dans l'université. Également pour les élèves français, donc ce qui empêche certains élèves français d'aller travailler en Angleterre parce qu'ils n'étaient pas dans les meilleurs de leur promo. Ah oui, en fait, ils diplôment en Angleterre et après ils reviennent bosser dans des grosses boîtes en France où ça fonctionne un peu différemment. Voilà, exactement. Mais voilà, il faut avoir quand même de bonnes notes là-bas voilà, pour pouvoir prétendre à certains métiers. Par exemple, voilà, dans les métiers de la finance, ils font énormément attention aux notes qu'aura obtenues l'élève dans la faculté. Donc c'est assez facile d'y rentrer. Mais voilà, il faut travailler là-bas et le rythme de travail est quand même voilà, relativement soutenu. Est-ce que c'est dur une fois que tu es dedans? Je dirais que c'est un niveau qui est relativement similaire à la faculté française. Ça veut dire qu'il faut énormément faut travailler et surtout je pense que pour avoir des bonnes notes, faut quand même fournir un effort assez conséquent, mais c'est pas impossible quoi. C'est pas impossible, non, c'est pas non plus des rythmes, on n'est pas sur une classe préparatoire, c'est des rythmes qui sont largement soutenables. Voilà, faut s'y prendre un petit peu à l'avance pour les partiels. Mais voilà, c'est des formations quand même qui sont voilà, où on reste dans une université, il y a un réseau associatif voilà, énorme, voilà, ce sont des années où on peut mener voilà, d'autres projets extra académiques, donc voilà, ça permet, je pense que l'un des avantages, c'est que ça permet aussi une énorme ouverture d'esprit et une énorme autonomie pour un élève voilà, qui a 18 ans. D'aller en Angleterre, c'est pas forcément quelque chose qui est évident, mais une fois qu'il y est, il va être dans un univers qui sera international, où il y aura voilà, il y en a plein de Français. Il y a énormément de Français, mais il y a 30% d'étrangers dans ces facs. D'accord. Donc du coup oui, il sera dans un univers très brassé. Et voilà, il aura surtout un niveau en anglais qui sera aussi bon que son niveau de français, ce qui représente quand même un énorme avantage. Et pour moi, l'un des derniers avantages aussi qui est considérable, c'est que si on a de bons résultats, on peut postuler aux grandes écoles de commerce via les admissions internationales, ce qui là est quelque chose de très intéressant, parce qu'on peut, voilà, en ayant eu 15 de moyenne, être allé à Warwick, avoir eu de bons résultats là-bas, repostuler en admission internationale, donc intégrer HEC en M1 à la fin de son bachelor, et ensuite faire les 3 ans d'école, ce qui permet voilà, d'avoir deux excellentes formations, d'avoir un diplôme voilà, anglophone et une excellente voilà, formation française, ce qui permet après énormément de possibilités en France et à l'étranger. Ouais, voire même aux États-Unis ou dans d'autres pays, continents, enfin ça permet ça ouvre beaucoup de choses.
Ça coûte cher les universités anglaises? Alors c'est quand même relativement cher. C'est environ 10 000 pounds, 10 000 livres l'année, donc 11 100 euros. Ouais, c'est la fourchette haute des écoles de commerce françaises. C'est la fourchette haute des écoles de commerce françaises, mais auquel il faudra ajouter voilà, les frais de logement qui sont voilà, dans les universités qui sont relativement chers. Je sais que la LSE, voilà, pour le logement dans l'université, c'est à peu près 800 livres par mois. Voilà, c'est un investissement. Ça s'adresse pas forcément à tout le monde parce que voilà, c'est une scolarité qui va coûter très cher. Ouais, c'est presque 2000 euros par mois en plus. Enfin, pour l'étudiant, c'est presque 2000 euros par mois pendant 4 ans, quoi. Je pense que on est à peu près sur ces échelles. Et voilà, après, c'est un investissement qui peut valoir le coup compte tenu des métiers auxquels on peut prétendre après. Voilà, du retour en France. Je sais que pas mal d'étudiants qui retournent en France, en général, donc voilà, s'ils arrivent à intégrer une école française, la font en alternance pour éviter de payer l'école française, ce qui leur permet voilà, d'avoir un bon établissement anglais et ensuite de bénéficier de l'alternance et en plus du nom de l'école, d'avoir un salaire, ce qui permet un peu d'alléger la note financièrement. Mais ouais, c'est des formations sur 4 ans. Tout compris, c'est 70 000 euros, voilà, c'est assez facilement, surtout à Londres. Ouais. Après, si on va à Warwick par exemple, c'est un petit peu moins cher, parce qu'on est plutôt sur Birmingham, qui est une ville qui coûte, voilà, qui est moins chère que Londres, mais c'est des formations oui, qui sont très très coûteuses. Moi j'entends vaguement parler, vaguement, j'entends pas de mal de l'école, j'entends parler de Bocconi, c'est juste que j'entends juste des bruits, j'en entends pas plus parler que ça. C'est où Bocconi? Qu'est-ce que ça fait? Alors Bocconi, c'est une université qui est en Italie et qui est le HEC italien globalement, qui est une excellente formation. Et ils ont voilà, depuis peu, donc je sais que c'est quand même très récent, mais il y a quelques Français qui s'y rendent. Donc voilà, là-bas, je crois qu'ils ont un concours, la Bocconi a un concours interne. Donc voilà, de mathématiques, et également ils font un certificat de langue, mais ils ont un process de recrutement qui est beaucoup plus artisanal que pour les facultés anglaises. Donc je pense que c'est un envoi de dossier voilà, traditionnel. Ouais, propre à l'école. C'est propre à l'école. Au-delà de l'Angleterre, donc voilà, il y a aussi l'université de Madrid, où quelques Français s'y rendent maintenant, qui est voilà, le HEC madrilène. Et voilà, c'est des formations qui sont voilà, aussi assez... voilà, c'est pas impossible d'y rentrer. Voilà, il faut avoir de bons résultats. Il faut réussir leur concours interne éventuellement, mais c'est pas quelque chose de très difficile parce qu'un élève de terminale S, voilà, a un bon niveau en mathématiques par rapport à l'Europe en fait. Donc ce sont des formations qu'on peut intégrer assez facilement. Enfin voilà, assez facilement qu'on peut intégrer. Mais voilà, toujours les mêmes problématiques de coûts et voilà, il faut aussi avoir un excellent niveau en anglais pour les intégrer. Ouais, c'est toujours pareil, il faut le savoir avant, quoi. Exactement. C'est pas tellement au mois de mars en terminale que tu peux dire tiens, si je tentais une université en Espagne ou autre chose, si t'es pas prêt au niveau anglais, financier, etc., c'est pas possible, quoi. Pour moi, c'est quelque chose qui doit se décider, donc que ce soit pour l'Angleterre, pour l'Espagne ou pour l'Italie, c'est quelque chose qui doit se décider dès la première. Okay. Parce qu'il faut être capable d'anticiper si on n'a pas le niveau en anglais requis, voilà, de se préparer. Et il faudra aussi, les délais sont très très serrés. Il faut, par exemple, la deadline pour Cambridge et Oxford était mi-octobre. Ah oui, donc c'est vraiment au tout début de la terminale. C'est le tout début de la terminale. Après, pour les autres universités, c'est mi-janvier. D'accord. Mais à mi-janvier, il faudra fournir le test de langue, il faut tout fournir. Ah ouais, il faut être prêt. Il faut être prêt, donc c'est quelque chose qui s'anticipe. Et oui, pour moi, c'est dès janvier de la première me paraît être une date assez raisonnable pour prétendre à être bien préparé et mettre toutes les chances de son côté pour intégrer ces établissements. Janvier de première, tu peux encore changer ton dossier pour Parcoursup, quoi. En plus, c'est-à-dire que c'est l'année civile où si tu donnes tout, t'as 12 mois, tu donnes tout, tu peux tout changer, quoi. Exactement. En plus, maintenant, ils jugent encore moins de temps qu'avant, tu peux tout changer sur 12 mois, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Et pour continuer sur l'étranger, il y a des cursus en Suisse,
au Canada, à Montréal. Comment on fait pour rentrer à HEC Montréal? Comment on fait pour rentrer à HEC Lausanne aussi, je crois qu'il y a HEC Lausanne, HEC Montréal. qui sont à ses côtés, qui sont des bons cursus, je crois. Exactement, il y a aussi voilà, l'école en mathématiques, l'école polytechnique de Lausanne, qui est très très cotée. Voilà, ça ce sera aussi PFL. le PFL, exactement, c'est ça. Alors là, ce sera toujours sur dossier. Alors en fonction des établissements, je ne connais pas les spécificités pour tous les établissements, mais parfois il y a le dossier académique qui va compter. Parfois, comme en Angleterre, une admission conditionnelle au baccalauréat. Il faudra toujours fournir des tests d'anglais. Voilà, je sais qu'au Canada, il y a McGill et HEC Montréal qui sont des établissements assez appréciés par les étudiants français. En Suisse, j'ai entendu assez peu de Français qui allaient à HEC Lausanne, mais je sais que c'est quelque chose de courant et je sais que c'est pas très compliqué d'y rentrer. Par contre, les échecs à l'intérieur sont assez importants et les élèves peuvent quitter les cursus parce qu'il y a trop de travail et ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas le niveau. Donc voilà, je pense que c'est un peu une spécificité française, voilà, de travailler énormément pour intégrer une école et après ensuite de moins bosser parce qu'on sait qu'on aura le diplôme et qu'on soit premier ou dernier de promo, ça changera rien. Alors que là-bas, c'est un peu l'inverse, on peut y rentrer voilà, sans trop forcer. Par contre, une fois qu'on y est, rien n'est gagné, il faut travailler. Par contre, voilà, même dans les établissements à l'étranger, tout ne se vaut pas aussi. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Dans une même école, entre deux cursus, il peut y avoir des écarts importants. Ouais. Dans une même école, entre deux cursus, et voilà, pour ce qui concerne HEC Montréal ou HEC Lausanne, voilà, c'est pas parce qu'il y a HEC que c'est HEC. Voilà, c'est aussi des choses à relativiser. Et pour moi, voilà, c'est important de bien se documenter, de très très bien s'informer avant d'aller dans ces établissements, de bien s'informer sur les cursus qu'ils proposent avant de se lancer dans ce genre de processus d'admission. Ok, donc on a fait un gros panel des cursus management, business. Évidemment, je pense qu'on n'a pas tout vu, on n'a pas tout dit, on n'a pas tout fait, mais bon, on a essayé de faire ce qu'on pouvait pour donner une vision de ce qui était possible. Donc post-bac, on peut aller en BTS DUT, on peut faire une prépa pour tenter les concours après prépa pour entrer dans les grandes écoles, on peut aller à l'université, on peut aller directement en école post-bac et on peut aller à l'étranger dans des universités. Qu'est-ce que vous faites, vous, du coup, comment vous accompagnez les étudiants? Vous les chopez à partir de la seconde, ou de la troisième, ou de la quatrième, ou de la sixième, ou que des terminales, ou que dans le supérieur? Quelle est votre offre? Alors, on s'adresse à un public assez large, vu qu'on travaille sur les étudiants qui sont en seconde, première, terminale, voilà, également Bac+1, Bac+2 pour les réorientations. Et nous, notre objectif, ça va être donc d'informer parfaitement l'élève sur toutes les possibilités qu'il a en fonction de son niveau, de ses ambitions et de ses moyens. Donc voilà, un élève de première qui va venir nous voir en nous disant bon, voilà, j'ai quelques idées sur ce que j'ai envie de faire plus tard, je suis intéressé par les études en business et les études en droit, voilà, qu'est-ce que je fais? Donc nous, notre rôle, ça va être de l'assister dans son choix. On va bien lui présenter toutes les filières, tout ce qu'il peut faire en France et à l'étranger. À partir de là, on va lui donner un compte-rendu voilà, d'une première discussion qu'on aura eue avec lui, où on va dresser voilà, un panorama voilà, assez exhaustif de toutes les formations qu'il peut faire, en fonction de son niveau également et de ses chances de réussite. Donc il va en prendre connaissance avec ses parents. Et ensuite, on va avoir un deuxième rendez-vous où là, vraiment, on va creuser en profondeur les formations, les formations qui vont l'intéresser, en mettant en place un plan A, un plan B, un plan C pour Parcoursup et hors Parcoursup, pour vraiment que la personne ait une vue très claire des filières et des débouchés. Donc l'avantage chez Scylla, c'est que, voilà, comme l'a dit Alban, on n'est pas omniscient, parce que nous, on est assez experts dans les filières de commerce, on l'est moins dans d'autres filières. Donc nos associés qui ont fait les mines et l'école du Louvre seront experts également dans leur filière, mais on ne peut pas tout couvrir. Donc on s'appuie sur un réseau voilà, plus d'une centaine d'étudiants qui ont étudié en France et à l'étranger. Voilà, c'est un réseau qui est international. Et ces étudiants vont assister l'élève dans son choix, parce que c'est toujours hyper intéressant d'avoir des vues de l'intérieur pour guider également l'élève dans son choix, pour avoir des détails pratiques sur les formations, sur la vie de campus par exemple. C'est quelque chose qui a une valeur.
Et c'est ce qu'on propose pour que l'élève, en sortant de chez nous, n'ait plus aucune question sur l'exécution de sa décision d'orientation et qu'il n'ait rien manqué, qu'il ait choisi l'orientation la plus optimale pour lui. Donc voilà, par exemple, comme on parlait des études à l'étranger, on a eu un élève qui était en première l'année dernière, qui est en terminale maintenant, et qui lui est un élève qui a des résultats corrects moyens, mais qui en a sous le pied et qui est capable d'avoir un très bon bac. Donc on lui a présenté l'ensemble des formations qu'il pouvait avoir, et il a opté avec ses parents pour l'Angleterre. Donc là on l'assiste dans les dossiers, on l'a assisté dans les choix de fac, on leur a donné une approche business plan de combien allaient leur coûter les études. Et on l'aide. Vous n'avez pas apporté un crédit bancaire en même temps, voilà. Pas encore. Peut-être bientôt. Peut-être pour rembourser le temps sur 10 ans. Non, peut-être bientôt. Mais les établissements anglais proposent des crédits internes où on commence à payer seulement une fois qu'on travaille, donc c'est des choses qui peuvent être qui peuvent être une solution pour les gens qui ont un peu moins de moyens. Mais voilà, cette personne, donc là on l'assiste dans son dossier, on l'assiste sur UCAS. On l'assiste également sur des plans B si l'Angleterre n'aboutit pas sur Parcoursup et hors Parcoursup. C'est quoi ces plans B à lui? Ces plans B, c'est Dauphine et ensuite une faculté d'éco-gestion puisqu'il n'a pas envie de faire une classe préparatoire. Okay. Donc voilà, c'est les plans B qu'il a identifiés. Mais voilà, même dans ces plans B, ces plans C, il a connaissance au moins que s'il va en fac d'éco-gestion, il peut atteindre les admissions parallèles parce qu'on lui a déjà donné cette information. Okay. Et c'est ça qui fait la valeur de notre service, c'est qu'on est capable finalement de donner une vue parfaite de toutes les possibilités qu'on a après le bac et de ne pas être perdu. Pas être court terme, plutôt moyen terme, long terme. On est sur le court, le moyen et le long terme, on est sur les 3 aspects. On le ressent vachement en discutant avec vous, donc on ne se connaît pas plus que ça. J'ai vu Alban une fois dans un café parce que tout le monde avait parlé de lui. Et on sent que vous connaissez très très bien les secteurs, très très bien les filières, très très bien tout ce qui concerne le business management. On sent vraiment votre expertise, donc ça a vachement de valeur, surtout dans un métier de l'orientation qui est un métier difficile, qui est où il y a beaucoup de gens qui sont des psychologues, donc qui ont une approche très qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu veux faire, etc. Il n'y a pas une approche très pratique, alors qu'en fait dans l'orientation, il y a beaucoup de difficultés au niveau information et au niveau technique de comment on fait, quelles sont les deadlines, qu'est-ce qu'il faut avoir comme note, qu'est-ce qu'il faut remplir, qu'est-ce qu'il faut écrire, qu'est-ce qu'il faut savoir. Et ça, c'est hyper important et c'est pas simple du tout, On l'a vu déjà. C'est très compliqué. La variété des cursus, en matière de business, il y a 100 000 cursus, Donc, il y a énormément d'informations, oui. L'approche psychologique n'est pas forcément mauvaise, mais pour nous, par contre, elle n'est pas du tout complète, parce qu'elle offre pas. Elle permet à l'élève peut-être d'identifier en fonction de ses passions un secteur, mais en général, surtout, certains conseillers d'orientation donnent des secteurs qui sont très très précis, ce qui ne permet pas à l'élève de se réorienter éventuellement si ça ne lui plaît pas. Nous, l'avantage de notre conseil, c'est que si les gens ont des idées très très claires de ce qu'ils veulent faire, bien sûr qu'on va les orienter vers certains types de formations. Mais ces formations, là par exemple, rien que sur les formations business, on n'est pas obligé d'avoir une idée précise de ce qu'on veut faire. Et c'est normal, à 17 ans, 18 ans, de ne pas savoir ce qu'on veut faire plus tard. On peut avoir quelques idées, des grands thèmes, de grandes filières qui peuvent nous intéresser. Mais nous, on accompagne les gens là-dedans, en leur donnant les possibilités de choisir aussi au fur et à mesure de leur carrière et d'affiner aussi leur parcours petit à petit. Oui. C'est un peu ce qu'on disait avec les écoles post-bac. T'intègres une école qui fait en 5 ans, ça te laisse pas beaucoup de choix pendant 5 ans. C'est-à-dire que pendant 5 ans, il y en a quelques possibilités, mais il n'y a pas 5 ans de passerelle, de changement, de réflexion. Alors que sur des cursus de prépa, de cours, tu peux tout changer. Tu peux circuler, tu peux voyager. Alban est un super exemple de multi-diplômes, multi-cursus, etc. Donc c'est vrai que savoir tout ça, c'est hyper important. Donc c'est super. C'est super. On vous souhaite une belle réussite et puis que les gens vous connaissent, vous aident, que vous aidiez plein de gens, etc. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous avez comme offre de façon très très pragmatique? Qu'est-ce qu'il y a au catalogue de SILA en ce moment?
Alors au catalogue de Scylla en ce moment, donc nous on marche uniquement par devis personnalisé, puisqu'on part du principe que les gens n'ont pas forcément les mêmes besoins, ne sont pas au même stade de réflexion. Donc vous n'avez pas de forfait, il n'y a rien de... Donc on n'est pas au forfait, on est sur un devis voilà, qui sera personnalisé au cas par cas, parce qu'on voilà, on peut pas garantir de passer le même temps en fonction des cas. Donc on n'a pas voulu voilà, faire des offres où on ferait plus ou moins bien notre travail en étant contraint par un cadre finalement horaire. Alors que là, voilà, on appelle les familles, on les rencontre et on part voilà, sur, un certain temps qu'on va consacrer à l'orientation de leurs enfants, voilà, qu'on pourra prolonger plus tard éventuellement pour... en fonction de l'appart que vous visitez, vous faites le devis, quoi. Si l'appart fait 200 mètres carrés, le devis est plus... Non, pas du tout, pas du tout, parce que c'est... Voilà, notre objectif, c'est juste une blague. Bien sûr. Et vous accompagnez des gens dans Parcoursup? Bien sûr, on les accompagne également dans les choix Parcoursup, dans les choix hors Parcoursup. Vous faites les lettres Parcoursup, vous aidez pour les lettres Parcoursup, vous aidez pour le choix, les listes, les machins, les trucs, fais ci, fais pas ça. L'année dernière, c'est ce qu'on a fait pour tous nos élèves. Notre service incluait une assistance totale Parcoursup. H24, grosse stress, minuit, dimanche soir, deadline. Voilà, mais c'est toujours bien aussi d'avoir cet accompagnement parce que comme les rangs des attentes, des listes d'attente évoluent tous les jours, je pense que mentalement c'est assez dur à gérer pour un élève. Vous avez eu des cas de gens qui ont... Ça fait la vidéo dure depuis 4 heures. Vous avez eu des cas d'étudiants qui ont attendu très longtemps pendant l'été? Ouais, il y avait un étudiant voilà, qu'on a conseillé qui voulait faire MIAS et il avait seulement une fac d'éco-gestion en backup qui l'intéressait un petit peu moins et il a été averti mi-août qu'il était pris en MIAS. Donc psychologiquement il était même déjà prêt à partir en... Ah oui, il avait déjà fait son... Il avait déjà fait son baluchon pour partir en éco-gestion et finalement c'était une bonne surprise pour lui, mais voilà, c'est ce qu'on... La plupart des cas, ça s'est traité. Ceux que vous avez suivis, ils se sont réglés normalement, courant avril-mai, c'était réglé ou non, il y en a eu? Ça dépend. En général, voilà, ils ont des établissements dans la filière qui les intéresse. Ils n'ont pas forcément ce qu'ils veulent, mais ils ont, voilà, par exemple, pour ceux qui avaient demandé des classes préparatoires, en général, les gens qu'on a eus, ils avaient déjà une classe préparatoire, pas forcément celle qu'ils visaient. Et ils sont avertis voilà, beaucoup plus tard que sur APB, sur la décision, sur la classe préparatoire finale. Mais globalement, voilà, on n'a pas eu beaucoup de déconvenus Parcoursup sur les dossiers qu'on a traités. Ouais, c'est vrai que c'était une année angoissante parce que c'était l'année du changement. Exactement. Et donc personne ne savait trop où il allait. Donc cette année, on espère que les gens, enfin en tout cas, je pense que les familles auront un peu la jurisprudence de l'année précédente. Bien sûr, ouais. Ils vont dire bon, ok, il faut qu'on fasse plus gaffe, qu'on se prépare plus tôt, etc. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas encore. Là. On n'a pas encore le calendrier de cette année. On est tous un peu à cran aussi. Pour savoir comment ça va se passer. Bon, bah c'est super. Merci Scylla. Hein. Merci à toi de nous avoir accueillis en tout cas. À bientôt. Au revoir. À bientôt.